Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Il y a des milliers d'années, les bâtisseurs de la Grande Pyramide ont utilisé la coudée royale égyptienne comme unité de mesure pour concevoir et construire cet édifice. Cette unité de mesure se serait ensuite perdue dans le temps. Le 26 mars 1791 était officiellement inventé en France le mètre, Cocorico. Le mètre est égal à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Mais dans cette belle histoire, il y a un bug. Nous retrouvons la coudée royale dans des constructions qui n'ont que quelques siècles. Mais le plus surprenant, c'est que nous retrouvons à l'inverse le mètre dans des constructions très anciennes. Et lorsque nous nous rendons compte que la coudée royale est intimement liée au mètre mathématiquement et géométriquement, nous rentrons de plein pied dans le mystère. Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans tout cela, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui sur Horus Quentin Leplat. Salut Quentin. Salut Jérôme, bonjour à tous et écoute, merci de ta proposition. Ah bah c'est avec grand plaisir que je t'invite pour débattre de ce sujet, de ce vaste sujet, hein. Ouais, Voilà, de cette ouais, découverte que pas mal de gens ont fait, hein. Je pense que c'est suite à la révélation des pyramides. ouais. Hein. Ouais. Et moi, c'est particulièrement la relation entre le maître et la coudée royale qui m'ont fait rentrer de plein pied dans cette question. Mhm. Ah Voilà, oui, j'ai vu le film, comme tu dis, La révélation des pyramides en 2012, donc ça fait 10 ans maintenant. c'est ça. Et depuis 10 ans, en fait, ce truc-là m'est apparu tellement, comment on peut dire ça, anachronique, en fait, cette histoire, hein. C'est ça, c'est complètement Cette anachronique. C'est ce que relation coudée royale, maître, qu'on verra, on va en parler pour que les gens situent ce que c'est. Mais c'est tellement étonnant que moi, c'est un peu comme si j'avais fait. Ouais, ça m'a fait un petit peu, comment dirais-je, une sorte de bug, quoi. Ça m'a c'est interpellé, ça a fait tilt de tous les côtés. J'ai dit, c'est mais ça. qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est complètement dingue. Et donc, en fait, depuis 10 ans, du coup, je suis passionné par ça. Et si tu veux, tout ce qui est les notions de mesure, en fait, c'est des choses qui m'ont toujours passionné. Mhm, Depuis que je suis enfant, en fait, j'ai toujours aimé mesurer, parce que ça me permettait de comprendre et de rendre objectif un certain nombre de choses de mon environnement. Et dans mon métier, je l'ai aussi beaucoup pratiqué. Donc moi, j'ai été on va dire conseiller technique et sportif donc, dans des sports d'endurance, notamment le cyclisme. Et j'ai été un des premiers à équiper mon vélo et à faire tester à mes clients des capteurs de puissance, justement pour objectiver un certain nombre de paramètres. mhm, Et donc, on avait tout un tas de choses qu'on faisait, des calculs. Alors, bien sûr, on a utilisé des cardiofréquences mètres, on a utilisé des capteurs de puissance. Et j'ai toujours essayé de faire des calculs, en fait, en permanence pour objectiver des tas de paramètres. Et donc, la mesure est une chose qui m'a toujours passionné. Et donc, le fait de voir cette relation mathématique qui était exacte, euh, pour moi, c'est évident qu'il y avait quelque chose qui nous avait échappé. Et donc, j'essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que cette métrologie des anciens. mhm. Quelles sont les répercussions, enfin, d'où ça vient, quoi, aussi. Voilà, et donc en 10 ans, j'ai fait du chemin, quoi, sur la compréhension de cette chose-là, quoi. Mhm. Oui, tu m'étonnes, ça fait 10 ans déjà que tu bosses sur le sujet. Ouais, Donc d'ailleurs, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Artefact TV. ouais, on peut la trouver comme ça sur YouTube, tout à fait. Donc je vous invite Ouais. à aller voir les vidéos de Et, Quentin et à vous abonner, mettre des pouces, etc. Hein, comme... J'ai j'ai même dupliqué sur Odyssey aussi. Euh, Mhm. c'est la même chaîne, hein, sur Odyssey, mais Oui, oui, oui. bon, YouTube, on ne sait jamais un jour Oh, comment si ça tu va te fais évoluer. squeezer. Au moins, j'ai une chaîne de secours, quoi. Mhm. C'est ce qu'a fait Antoine avec Mimi. Il y a des fois, on part sur Odyssée quand on aborde des sujets un peu trop sensibles. Ouais. Moi, j'ai fait une copie, du coup, j'ai une sauvegarde de tout sur Odyssey. Mhm. Ok. Et du coup, tu as aussi mis en place une salle de conférence, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai aménagé une grange, une vieille grange, Mhm. qui fait salle de conférence, donc on peut recevoir 40, 50 personnes. Ok. Et donc, bah, je fais régulièrement des événements. Alors, j'ai fait 2 événements dans l'année. Après, j'ai fait des petits événements à la soirée, Mhm. pour les gens du coin notamment. Et Alors, puis il y en aura d'autres. tu es de quel coin justement, Quentin, si Dans des le personnes. centre de la France. Donc, c'est Ok. Histoire, c'est vraiment le centre-France et le Puy-de-Dôme. Ok. Donc, c'est 1 heure et demie de Saint-Étienne, 2 heures de Lyon, 4 heures de Paris, 4 heures de Bordeaux. On est un peu central, quoi. Mhm. Et Donc, donc, les 2 événements qu'on a fait l'année dernière, bon, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout en France, donc c'était sympa. d'accord. Et donc, c'était des événements sur lesquels souvent j'avais un invité ou deux, et donc on faisait des conférences sur le sujet de ces vieilles civilisations. Et puis, on a vu un film également, et puis il y en aura d'autres choses dans l'année 2023.
voilà, qui sont en préparation, quoi. Ok, donc si des personnes seraient éventuellement intéressées pour louer ta salle, faire une conférence ou quoi, je mettrai les liens sous la vidéo pour te contacter. En fait, il faut C'est jamais. suivre sur le site là, que j'ai, qui s'appelle messagedelanudettemps.org. Je mettrai les événements. J'ai une partie, je crois, agenda ou calendrier. Mhm. Et dedans, les événements qui auront lieu seront là. Et pour l'instant, j'ai encore rien planifié pour 2023, mais je suis en train d'y réfléchir, quoi. Ok, donc oui, tu as le site internet La Ouais. Nuit des Temps, C'est message de la nuit des temps. message de La Nuit des Temps. Ok, je mettrai aussi le lien sous la vidéo, comme ça, Ouais. ça sera bien complet. Ok. Oui, alors bah, on va aborder ce sujet ensemble, Quentin, parce que comme Ouais. on faisait référence à la révélation des pyramides, c'est vrai qu'à un moment donné dans le film, il parlait de la chambre haute, tout de granit dans la grande pyramide, et qu'au niveau des dimensions, le périmètre de cette chambre exprimait pi, mais en mètres. Alors, C'est ça. certains peuvent dire, oui, c'est un petit peu capillotracté cette histoire, mais comme tu le disais, c'est quand on commence à s'apercevoir que le mètre et la coudée sont, comme je le disais en préambule, sont liés mathématiquement. On va le voir ensemble, hein. Bon, ça avait été évoqué dans BAM, je crois, ils avaient refait un petit focus là-dessus, où justement ils expliquaient ce fameux cercle, hein, de diamètre 1 et que l'on divise par 6 et qu'on retombe Ouais. sur cette fameuse coudée. Donc il y avait déjà un premier lien entre la coudée et le mètre. Mais Ouais. lorsqu'on creuse plus loin, on découvre aussi de nouvelles choses géométriques et mathématiques qui font ce lien. Et c'est là où c'est encore plus surprenant, quoi. Ouais, complètement. Donc dans le film, en fait, le travail dont Patrice Poyart avait parlé, c'était des publications du docteur Funkeled dans les années 50, Mhm, qui avait découvert, parce qu'il était passionné par le sujet, donc il avait publié dans la Revue du Caire un article où il disait, c'est marrant, si on prend, je résume, hein, 5 coudées royales, ça nous donne 2,618, c'est-à-dire le nombre d'or au carré. mhm. Si on en prend 6 bout à bout, on obtient le nombre pi, 3,1416 mètres. Et donc, ce constat lui avait paru tellement étonnant qu'il avait considéré que ça signifiait que les Égyptiens en fait, avaient codé l'unité métrique, ils l'avaient cachée dans les proportions de la Grande Pyramide et les dimensions de la coudée royale. Et dans la foulée, Jean-Philippe Loher, donc un égyptologue de l'époque, avait réagi en disant que c'était pas vrai et que le docteur Funkelet utilisait une coudée de 52,36 cm qui convenait à ses calculs. Parce que ça l'arrangeait, quoi. Mhm. Voilà, il a été accusé de ça. Alors que, avant que Funkelet publie cet article, de nombreux spécialistes s'accordaient à dire que la coudée mesurait 52,35, plus ou moins 1, 2 ou 3 centièmes. Ils étaient assez nombreux à être d'accord là-dessus. Mhm. Et du fait que Funkelet ait sorti cette trouvaille, depuis ce moment-là, eh bien, dès que cette trouvaille est mise en avant, tout de suite, l'argument consiste à dire mais non, mais la coudée royale ne mesure pas 52,36, c'est une fumisterie, elle aurait varié, etc. Et donc, en fait, face à une réalité en fait, mathématique et factuelle, qui est liée à la géométrie aussi, puis on le verra, qui est liée à d'autres paramètres qui sont astro-géodésiques, Mhm. je parlerai de ça à la fin. Donc, face à ces faits factuels, en fait, il n'est pas possible de nier en fait la relation, et elle est tellement dérangeante que la plupart des spécialistes, entre guillemets, considèrent que c'est une coïncidence et et que la coudée est tout à fait approximative. Et ça, c'est pas vrai en fait, hein. C'est le seul porte de sortie qu'ils ont, Mhm. et c'est malheureux, mais je vais vous le montrer, hein, parce que c'est important qu'on précise combien elle mesure cette coudée, quoi. Hein, Oui, c'est ça. on va quand même essayer de rappeler combien elle mesure et quels éléments on a de preuve pour vous montrer combien elle mesure. Mhm. Parce que ça, c'est la base, quoi, de dire, voilà, ok, combien elle mesure cette coudée. Alors, il faut savoir en plus que, avant même qu'on redécouvre les premières coudées, Isaac Newton avait déduit déjà la dimension de la coudée en étudiant simplement la chambre haute de la Grande Pyramide. Mhm. Il avait envoyé quelqu'un en Égypte qui justement devait lui faire des mesures de la Grande Pyramide parce que pour Newton, c'était évident que les anciens Égyptiens avaient des connaissances liées aux dimensions de la Terre, et lui, dans ses calculs des lois de la gravité, il fallait qu'il évalue correctement la masse de la Terre, et donc il fallait qu'il ait une évaluation de la taille, etc. Et donc, il avait envoyé quelqu'un là-bas qui s'appelait Grive, et il lui a rapporté les dimensions de la chambre haute, et Newton avait déduit, à partir des relevés donc en pouces à l'époque, faits par Grive, avec des moyens de l'époque, en 1600 et quelques,
Et il avait déduit que la coudée royale égyptienne devait faire 52-39 cm, parce qu'il avait constaté qu'il y avait 10 par 20 coudées sur les proportions de la chambre haute au sol. C'est-à-dire qu'on avait un rectangle de 10 coudées par 20 coudées, et il avait déduit ça. Et c'est intéressant, parce qu'il l'a déduit avant même qu'on retrouve les premiers étalons. Mhm. Donc ça, c'est un aspect important qui montre, en fait, en étudiant la géométrie des bâtiments, on peut déduire en fait le module qui est employé pour la conception. En fait. Et qui avait soufflé à Newton qu'il trouverait dans les dimensions de la Grande Pyramide ce qu'il cherchait, quoi. Et ça, en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on regarde les savants de l'époque où Napoléon s'est rendu en Égypte, donc en 1799 ou 98, il est parti en Égypte avec peut-être 150 savants ou quelque chose comme ça. Et ces savants, quand ils écrivent leur compte-rendu dans les 10-20 ans qui suivent et qui publient leurs documents, on s'aperçoit que pour eux, c'est une évidence. Les anciens Égyptiens étaient un peuple extrêmement avancé et que chez eux, on allait trouver des connaissances telles que la mesure de la Terre, etc. quoi. Mhm, mhm. C'était une évidence jusqu'à l'avènement, je dirais, je sais pas à quel moment est-ce que ça a commencé à vriller, mais euh, globalement, ça a été une évidence au début du 19e siècle. Et ensuite, on a changé d'air. On est passé d'une époque où la science, le rationalisme, le cartésianisme, le matérialisme ont pris le pas. Et donc, on s'est mis à rejeter un certain nombre de choses qu'on considérait pas suffisamment factuelles. Et alors qu'avant, c'était des choses qui étaient totalement admises, que les anciens Égyptiens étaient un des peuples les plus évolués et sophistiqués de la planète. Il avait initié les Grecs, initié les Romains à tout un tas de connaissances. Et donc, il était évident que ces gens-là avaient des connaissances d'un très haut niveau scientifique. Mhm. Et pour eux, le raffinement, la maîtrise de l'architecture qu'ils avaient développée était telle que ça ne pouvait pas être possible sans avoir également développé tout un tas de connaissances. Et donc, c'était une évidence, quoi. Et ça a changé quand on a changé, je pense, de paradigme petit à petit. Parce que je pense qu'après la Révolution française, qui s'est un peu répandue partout, quoi, hein, on a vu la fin des royautés partout, l'effondrement des religions. Derrière, on a vu apparaître un nouveau concept qui était la notion scientifique, quoi, hein, puis démocratie entre guillemets. Et de là, petit à petit, se sont effrités un certain nombre de choses. On s'est mis à déconsidérer le passé, ce qui arrive est meilleur, etc. quoi. On est On dans est, on est, on est un meilleur que les anciens. assez logique, quoi, voilà. Mhm, Et finalement, euh, tu vois, tu faisais mention du maître qui a été introduit en 1791. mhm. Et moi, je pense qu'il a été réintroduit pour des raisons politiques, en fait. Parce que, d'un point de vue politique, l'Académie des sciences, enfin, tout ce mouvement scientifique, se devait de réaliser des exploits, de montrer son savoir, pour que justement il puisse prendre la place de tout ce qui était avant, l'époque des rois, l'époque où l'Église était en train de régir en fait la société, quoi. Mhm. Tant au niveau scientifique que spirituel, que économique, etc. quoi. Donc à mon avis, c'est un changement de paradigme politique qui fait qu'à un moment donné, on décide petit à petit d'abandonner des idées et on introduit le fait on aurait découvert ça en mesurant la Terre et que l'ère moderne, c'est l'époque nec plus ultra. Quoi. Mhm, mhm. Il y a une part de politique dans tout ça, en fait, qui fait qu'on résiste. Hein, je pense les résistances historiques, par rapport à ça, sont liées à des aspects politiques et puis après, personnels, il y a des gens qui résistent parce que c'est trop difficile pour eux de le concevoir. Quoi. Ça les remue trop. Oui, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Mais... Mais j'avais entendu parler que c'est Delambre hein, et Méchain Ouais, qui avaient, par un système de triangulation, tenté de mesurer le méridien de Dunkerque à Barcelone, je crois. ouais, c'est ça. Mais j'avais lu dans les petites lignes, moi, qu'apparemment, ils avaient utilisé un système de triangulation qui était connu des Égyptiens. C'est bien probable. Les Égyptiens, ils faisaient la triangulation. Voilà, donc Ça, on réutilise un système de triangulation que les Égyptiens connaissaient pour mesurer la Terre, on en déduit le mètre. Donc quelque part, si les ouais. Égyptiens connaissaient ce système de mesure, eh ben, ils avaient peut-être certainement aussi la connaissance des mesures de la Terre, quoi. Complètement. Les Égyptiens étaient capables de faire de l'arpentage. Mhm. Il y a un savant grec, je ne sais plus quel c'est, hein, mais qui expliquait que les Égyptiens étaient un peuple qui avait quadrillé tout leur territoire. Ils connaissaient chaque parcelle, ils avaient arpenté, mesuré, parce que pour la gestion en fait, de leur économie, c'était nécessaire de maîtriser complètement leur géographie, les surfaces agricoles, etc. Et ils étaient des experts en arpentage.
Et moi, j'avais essayé de reprendre le travail de Howard Crowell, qui montrait comment les pyramides le long de la vallée du Nil étaient implantées suivant un système de grilles à grande échelle. Et un système de grilles, c'est un système d'arpentage, en fait. C'est révélateur qu'on a disposé les monuments entre eux avec des systèmes d'arpentage sur des longues distances. Et donc, moi, j'avais aussi essayé d'appuyer ça, de faire des calculs statistiques. Donc, j'ai fait une vidéo il y a quelques années là-dessus. Et évidemment, ouais, pour faire des mesures de la Terre, les méthodes qui consistent à faire des points de visée au loin, mesurer des angles avec des appareils qui mesurent les angles, en fait, hein, c'est comme ça qu'on arrivait petit à petit à mesurer la Terre. Ok. C'est tout un travail qui est minutieux, qui est laborieux. Mes chariots de Lampe ont mis 7 ans à peu près pour faire leur boulot, qui s'avère exact. À une époque, j'étais un peu sceptique, mais j'ai vérifié, pris pas mal de temps, et ce qu'ils ont fait s'avère tout à fait exact, hein. On trouve dans un bouquin toutes les mesures qu'ils ont entre chaque église, chaque clocher qu'ils avaient comme point de vue pour leur visée, les calculs qu'ils ont donnés, et aujourd'hui, si on va le faire sur Google Earth, on s'aperçoit que les mesures qu'ils donnent sont exactes, quoi. Et donc, ils ont réussi leur opération, mais ils n'ont pas été les premiers, visiblement. Et après, il y a peut-être des petits paramètres sur lesquels ils auraient peut-être triché, mais ça, j'ai pas les moyens de le démontrer. Mais parce que je pense que le maître était connu déjà. Voilà. Et, les rois de France probablement le connaissaient. J'ai fait récemment une vidéo sur Versailles. Howard Crowell a fait il y a quelques années une conférence et il a fait 2 livres en ce moment qui sont en train de sortir. Où clairement, on montre des éléments qui montrent comment les jardins de Versailles, les dimensions du château sont révélateurs de l'utilisation du maître. Donc, Alors que ça a été construit 200 Versailles ans avant, quoi, à peu près. 200 ans avant l'invention du maître, Voilà, officiellement. donc, voilà, moi j'ai pas de doute que cette mesure se soit répandue dans le temps, voilà, un peu de manière ouais, secrète. Peut-être que quelques corps de métier ou quelques catégories de la société en avaient connaissance et à un moment donné, ben, on l'a introduit politiquement avec un fait d'armes majeur. On va mesurer entre Dunkerque et Barcelone, un arc de méridien, etc., quoi. Ok, Et en faisant ça, on assoit la puissance de l'Académie des sciences, quoi. Et voilà. donc ça, c'est voilà, c'est une interprétation historique qui, à mon avis, se tient et qui est validée en fait par les observations de terrain, la connaissance qu'on a maintenant de la coudée égyptienne, les connaissances qu'on peut avoir des mesures anciennes, que j'ai pu à petit développer pour essayer de comprendre cette histoire. Alors tu nous as justement préparé un petit PowerPoint pour que Complètement. visuellement ça soit un petit peu plus Voilà, j'ai vu ouais. compréhensif. On va rentrer un petit peu dans les maths, on va essayer de ne pas perdre tout le monde, parce que je sais que les maths, ça peut être un peu Ouais, il rébarbatif y en a pour pas certains. énormément, j'ai été super Mais fort en mathématiques. Là. Non, bon, vraiment, ça va, franchement, c'est c'est abordable pour tout le monde. Allez, non, on va non, dire ouais. c'est niveau 6e, allez. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, ok. C'est niveau collège. Bon, Et ceux qui ont largué l'école avant la 6e, hein, désolé. Hein. ouais, je vais partager l'écran et puis on va regarder ça. Et donc, ben voilà, ça c'est les 2 schémas en fait euh, qui ont été un petit peu le point de départ de la découverte de Funkelet, quoi, en fait, où il a compris que lorsqu'on traçait un cercle de diamètre 1 mètre, eh bien, le périmètre du cercle faisait 6 coudées royales. Et que donc un sixième de ce cercle faisait la valeur d'une coudée royale, et les 5 sixièmes faisaient 2,618 mètres, donc le nombre d'or au carré. Donc en fait, ce sont ces curiosités mathématiques et numériques, hein, parce que c'est des maths, de la géométrie, mais c'est aussi quelque chose qui est numérique, c'est-à-dire que c'est un peu quand les gens disent ouais, mais c'est de la numérologie. Ben oui, parce que les anciens, ils faisaient la numérologie. Pour les anciens, les nombres, c'est pas comme nous, quoi. On n'est plus dans l'époque. Enfin, on est aujourd'hui à une époque où les nombres ne nous servent qu'à compter, qu'à mesurer. Mais avant, les nombres étaient quelque chose qui avait un sens, qui avait des caractéristiques, des propriétés et qui pouvait avoir des vertus transcendantes. S'il est resté dans les tas de contes des traditions autour des nombres, comme le nombre 7 qu'on retrouve dans plein d'éléments, c'est parce que ces nombres sont considérés comme importants, ils ont des propriétés, voilà. Donc c'est la notion de numérologie, elle est bien existante, ça existe bien dans l'époque avant la science moderne, quoi. C'est pas du tout quelque chose qui serait péjoratif, qui voudrait rien dire. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le double carré qu'on a à côté à droite,
c'est les proportions en fait, de la chambre haute de la Grande Pyramide. Alors là, je l'ai fait aux proportions d'un double carré de 1 mètre pour le carré, et puis donc 2 carrés côte à côte, c'est-à-dire qu'on a 2 mètres de long. Et si on trace la diagonale du carré, eh bien, le périmètre du rectangle, du triangle rouge qu'on a là, ici, donc qui fait 1 mètre ici, 2 mètres sur la partie double, plus sa diagonale, eh bien, ça donne 5,236 mètres, ça fait 10 coudées royales. Donc ça, c'est deux curiosités mathématiques, géométriques, numériques, métrologiques, qui, effectivement, indiquent qu'on est face à une mesure qui a été déterminée en fonction de ces paramètres. Et le fait qu'on retrouve ça dans la pyramide, qui est quand même un des monuments les plus énigmatiques au monde, hein, la construction est assez dingue, la finition, la précision de la finition est assez dingue. Ça, c'est quelque chose qui, normalement, devrait interpeller, je dirais, tout néocortex équilibré. C'est ça. Voilà, parce que si on n'est pas en mesure de voir quelque chose d'important ici, c'est, je pense, pas un problème de rationalité, d'intelligence, c'est un problème plutôt d'ordre. On n'est pas capable de voir parce que c'est trop déconcertant, trop délicat. On est dans des paramètres plutôt d'ordre émotionnel et affectif, quoi. On n'est pas du tout dans la raison et la science, quoi. On ne peut pas le percevoir comme étant un élément qu'il faut comprendre. Alors, ce qui est marrant aussi, je pense que tu connais aussi, dans ce fameux double carré, si tu inscris un cercle en son centre, Oui, qui va toucher donc la partie haute et basse de ton rectangle, et bien au niveau de la jonction entre ce cercle et ta diagonale, sur la partie la plus grande, on va retrouver 1,618 mètres. ça va couper la Cette diagonale diagonale selon le ratio. du nombre d'heures. Ouais, complètement. On va avoir par exemple une longueur là, et puis l'ensemble fera 1,618. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, effectivement. Donc ce sont des propriétés de ces figures géométriques qui sont tout à fait curieuses, et voilà, et qui en tout cas sont pour le double carré, il est taillé dans le marbre. Alors c'est différent parce que le double carré de la Grande Pyramide, c'est 10 coudées par 20 coudées. Et ce qu'on a sur la Grande Pyramide, c'est qu'en fait le périmètre total de la chambre mesure 31,41 mètres, et 6, mais voilà, et quelques nombres derrière, et ça fait 10 fois le nombre pi en mètres. Et donc ça, pareil, c'est assez curieux. Donc, et il y a d'autres éléments comme ça sur la Grande Pyramide qui mettent en évidence l'usage du mètre en relation avec les nombres, le nombre d'or et le nombre pi. Et donc ça, voilà, c'est effectivement l'élément découvert par Funkelette dans les années 50. Et donc, face à ça, la seule façon de résister et de dire que c'est pas vrai, c'est de dire que la coudée royale ne mesure pas 52,36, mais qu'elle aurait varié, etc. Et donc, on va regarder que c'est pas vrai du tout. Et pour le voir, alors déjà, quelques petits rappels. On va regarder un petit peu, globalement, les consensus des égyptologues, des mesures qui ont été effectuées sur les coudées qu'on a retrouvées. Et puis, on va parler des autres coudées, parce qu'il y en a effectivement d'autres qui mesurent 52,8, une autre de 53,9. Donc, ce sont des coudées de Sénéfer, par exemple, et de K. Donc, K, ça a été, il me semble, un pharaon après Ramsès, si je ne dis pas de bêtises. Non, ce n'est pas un pharaon, je crois pas qu'il. Enfin, en tout cas, je me demande si c'est pas le fils de Ramsès. Et toujours est-il qu'il y a une coudée qu'on a attribuée à ce personnage qui mesurait environ 52,8 cm. Et puis, dans une tombe de Sénéfer, qui était un notable, on a retrouvé deux coudées en bois qui mesurent 52,8 cm et une autre environ 53,9. Donc on va voir ce que c'est ces coudées-là. On va voir que c'est pas du tout quelque chose qui montre que les Égyptiens étaient approximatifs et pas foutus de faire d'avoir des mesures homogènes. Non, c'est que ce sont des coudées qui ont d'autres fonctions et qui ont servi à d'autres monuments. Donc ça, on va le voir. Et si on commence à regarder un petit peu ce que disent les spécialistes, il y a sur Internet, vous trouverez assez facilement une thèse d'un professeur de philosophie, qui s'appelle Antoine Pierre Hiche, qui en 2013 a publié sa thèse. Et dans sa thèse, clairement, il a étudié justement les mesures égyptiennes. C'était ça l'objet de sa thèse. Et il dit, à un moment, la coudée royale ne peut pas mesurer de 52 à 54 cm de long.
Pour lui, les données qu'il a récupérées, c'est pas possible. Il dit au maximum, ça varierait entre 52,1 et 52,9. Et voilà, c'est son écart maximum, quoi. Mhm. Et encore, je pense qu'il est un petit peu loin de la réalité. Et il y a d'autres personnages qui sont beaucoup plus précis que lui. Donc après, j'ai un autre spécialiste aussi qui, dans son bouquin, c'est Monsieur Vleming, qui écrit que la coudée, on admet habituellement une longueur entre 52,2 et 52,5. Donc voilà, je vous ai mis en gras les valeurs. Ouais, on se rapproche. On se rapproche. Voilà, mais si on va un petit peu plus loin, on va approfondir tout ça. Globalement, vous allez le voir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu effectivement très nettement des périodes où on retrouvait plutôt un seul type de coudée, a priori, et puis une période plutôt donc, au Nouvel Empire et à la fin du Moyen Empire, donc presque 1000 ans après les pyramides, on a retrouvé des coudées voilà, qui sont un peu plus longues, de 52,7, 52,8, de 52,7 à 52,9 cm, quoi. Et puis, il y aurait eu, paraît-il, à la fin vraiment de l'Égypte, à l'époque ptolémaïque, quoi, à l'époque où les Grecs étaient par là, une coudée de 52,5 cm qui sera a priori devenue la norme à l'époque. Ça, c'est un petit peu, quand on creuse un petit peu ce que disent certains spécialistes, c'est un petit peu comme ça qu'ils voient les choses. Mhm. Et je vais vous montrer ici, voilà, j'ai fait un... Ça, c'est publié, je l'ai sur mon site internet, ça. Hein. Donc là, c'est une liste d'un certain nombre de personnes qui écrivent sur les mesures égyptiennes et qui donnent ce qu'ils ont déduit comme mesure. Donc la première personne que j'ai mise, c'est Newton, qui a estimé à 52,39. Donc on en a parlé. Il y a une autre personne très importante qui avait estimé à 52,37, c'est Flinders Petrie. Et Flinders Petrie, pour faire ça, il a été arpenter le terrain, il a mesuré les pyramides, plusieurs pyramides, il est allé aussi jusqu'à voir la pyramide rhomboïdale. Il a étudié pas mal de monuments et à chaque fois il faisait des mesures. C'était quelqu'un de très très rigoureux. Il notait tout, il notait quel outil il utilisait pour ses mesures. Et donc, de tout son travail de mesure, il en a déduit quand même que globalement, en Égypte, sur le plateau de Gizeh, la coudée qui revient, qui pour lui est un module unitaire qui a été repris de nombreuses fois, c'est 52,37. Voilà, c'est son, alors plus ou moins 1 ou 2 centièmes, c'est sa valeur qu'il va publier. Et puis vous avez tout un tas de gens comme Champollion, par exemple, qui dans son ouvrage explique que la coudée royale, elle vaut 52,4. Voilà, donc c'est pas un ouvrage où il s'est investi pour comprendre exactement combien elle mesure, mais voilà, il admet en gros, globalement que c'est cette mesure-là. Donc Champollion, c'est avant Funkelette. Hein. Mhm. Petrie aussi, Newton également. Et puis vous avez tout un tas d'autres chercheurs qui, dans leur travail, donnent des valeurs. Donc on a du 52,35, d'autres 52,31. Voilà, régulièrement. On se bat pour des dixièmes Voilà, et de sur ça. millimètres, quoi. Mais globalement, c'est vrai que les personnes qui ont le plus travaillé à partir des mesures d'arpentage, ça va être Petrie et puis John Legon, qui est un archéologue, enfin, un égyptologue, qui a essayé de comprendre l'arpentage du plateau de Gizeh et qui est parti du travail de Petrie. Et pour lui, c'est pareil, ils sont dans cette valeur-là de 52,37 cm. Donc c'est assez clair que pour un grand nombre de spécialistes, la coudée royale, c'est pas un truc qui vaut entre 52 et 54 cm. Hein. On n'est pas Mhm. Mhm. on est dans des marges de mesure qui sont infimes. Et il y a une autre personne, c'est assez récent, donc il s'appelle David Ian Lightbody. En 2016, il publie un article dans quelque chose qui n'est pas du tout ésotérique. Hein. C'est le journal des anciens Égyptiens. C'est un truc où publie Marc Lenner, Franck Monnier, par exemple, tout un tas de gens qui sont autorisés à parler des pyramides sur les plateaux de télé. Et donc, il publie dedans un article, justement, où il est assez pointilleux et il explique clairement, je l'ai mis en rouge, il dit la valeur moyenne peut raisonnablement être citée avec une précision inférieure à 1 millimètre. Voilà, donc clairement, pour lui, on n'est pas du tout dans quelque chose qui varierait au-delà de ces proportions-là, quoi. Mhm. Mhm. Et ce monsieur-là, d'ailleurs, pour lui, il n'est pas d'accord avec ce que disent un certain nombre d'égyptologues qui affirment que les Égyptiens ne connaissaient pas le nombre pi. Il ne partage pas ce point de vue et il l'explique par l'architecture. Notamment, il parle de Saqqara. Il y a une enceinte à Saqqara qui entoure les pyramides et il constate que cette enceinte, sa longueur, elle est 3,14 fois plus longue que la largeur. Donc, pour lui, c'est un élément d'architecture qui montre que tout de même, on a une compréhension du nombre pi et que pour lui,
pour David Ian Lightbody, c'est le ratio 22/7 qui a certainement été employé de manière récurrente de l'architecture pour le nombre pi. Et 22/7, ça fait 3,1428. On est très très proche du nombre pi. C'est la fraction en nombre entier la plus simple pour approcher le nombre pi. Donc voilà, vous avez des gens comme ça qui confirment, si vous voulez, la valeur de la coudée royale à quelques broutilles près, quoi. Et donc du coup, c'est certain que si on a une mesure qui est extrêmement précise, eh bien, l'interprétation qu'on a, elle est extrêmement rigoureuse, parce que plus on a une mesure dont on n'est pas fiable, plus on peut faire rentrer ce qu'on veut dedans. Mais la précision de la mesure, telle qu'on la connaît, eh bien, elle rend l'interprétation solide, en fait. On ne peut pas l'attribuer à une coïncidence. Et moi, j'avais fait un calcul de probabilité en fonction, justement, de la marge d'erreur qu'on pourrait accepter, à plus ou moins 1 millimètre. Et en fonctionnant comme ça, on s'aperçoit qu'on est à une chance sur plusieurs milliers, en fait, de tomber sur ces caractéristiques-là. Donc ça, c'est un article que j'ai publié dans academia.edu. Il est aussi sur mon site. Et donc, parce qu'à ma connaissance, personne n'a essayé de faire ce calcul de probabilité. Tout le monde se dit, oh non, mais c'est du hasard, ou d'autres confirment que c'est intentionnel. Mais on peut calculer le hasard. On peut effectivement essayer d'estimer le hasard et se rendre compte que ce hasard, il a une chance sur 10 000 ou 20 000 de se produire, quoi. Par exemple. Et encore, moi j'ai fait un calcul minimaliste parce que j'ai pas intégré tous les paramètres. Si j'intégrais d'autres paramètres, on était, je pense, sur une chance sur des millions et des millions. Moi j'ai voulu être très très large dans mon calcul pour que justement ce soit, comment dirais-je, oui, que ça soit voilà, réaliste et parlant. Je n'essaye pas de rendre le truc impossible. J'ai pris les trucs les plus compliqués pour que ça fonctionne, quoi. Pourtant, on s'aperçoit que c'est peu probable. Et donc, je vais vous montrer quelques coudées qui ont été retrouvées. Donc là, vous en avez une qui est très ancienne, donc qui est peut-être une des uniques coudées de l'Ancien Empire, puisque toutes celles qu'on a, les autres, sont plus récentes. C'est plutôt le Moyen Empire ou le Nouvel Empire. Donc celle-ci, elle a une particularité, elle est exposée au musée de Turin, et elle a été découverte donc, dans les ruines de Memphis, donc dans les années 1800, après Napoléon en fait. Hein. Ce sont les gens qui sont... Après Napoléon, il y a eu pas mal de campagnes de fouilles en Égypte qui ont démarré, et c'est à ce moment-là qu'elle a été redécouverte. Et ce qui est intéressant, c'est que cette unique coudée de l'époque, elle a été mesurée avec exactitude par Plana et Bidon, deux scientifiques italiens, avec des méthodes très modernes, puisqu'ils ont même tenu compte de la température à laquelle ils faisaient les mesures, pour tenir compte de la dilatation de leurs outils, etc. Et ils ont publié un article, donc je vous montre des extraits de l'article. Donc là où ils mesurent chaque partie de la coudée avec une précision au maximum, ils font tout un tas de calculs, et puis bon, ils arrivent à déterminer que la coudée mesure ici 0,5235 et des broussettes, et des brouettes. Et donc, c'est les seuls, à ma connaissance, à avoir fait un travail de mesure extrêmement rigoureux sur une coudée royale. Hein, derrière, aujourd'hui, quand on découvre des objets, bon, on mesure grossièrement, au millimètre près, puis pouf, ça va dans un musée, comme ça. C'est la seule, voilà, c'est les seuls pas tout à fait. Il y a eu une autre personne, je crois que c'est Jomard, qui a eu la chance de manipuler des coudées et de reprendre ce travail-là. Donc là, c'est toujours des extraits de leur article hein, qui a été publié dans les années, je ne sais pas si j'ai la date de la publication, en 1824. Et donc, en plus, ils ont mesuré en mètres, quoi, avec le mètre moderne qui avait été, voilà. Voilà, ils l'ont mesuré sur toutes les coutures, également son profil. Et donc, c'est un travail extrêmement rigoureux, c'est plusieurs pages, où ils expliquent toutes leurs méthodes. C'est extrêmement scientifique. Voilà, ici, vous avez un autre savant, en 1830, Monsieur Girard, qui reprend leur travail et qui confie, voilà, pour lui, c'est évident, c'est la valeur de la coudée royale, il l'indique là dans son article. Et d'ailleurs, il rappelle que Newton était parvenu à trouver le même résultat, 523 et 5 dixièmes. Ça veut dire 523 mm, 5 dixièmes, 52,35. Jomard publie un article également dans lequel, à partir de plusieurs coudées retrouvées, ils vont faire les calculs des valeurs moyennes. Il y a des coudées qui ne sont pas complètes, mais ils vont mesurer chaque palme, et du coup, par déduction, si on a 5 palmes sur les 7, on va pouvoir retrouver la mesure finale, par exemple. Et donc voilà, ils aboutissent au même résultat, 52,35 également, de son côté. Et donc il dit, ben voilà, moi j'obtiens le même résultat que Plana et Bidon,
Voilà, donc vous avez tout un tas de savants, donc depuis longtemps en fait, Qui ont essayé ont d'affiner. voilà. Mm. Et on va observer quelques autres coudées plus récentes. Donc ici, vous en avez une qui se trouve au Louvre, hein, coudée Amenhotep. Et c'est indiqué, donc c'est pas moi qui ai écrit, hein, j'ai repris ce qui est écrit dans la fiche au musée du Louvre, 52,3 cm. Mais quand vous avez des 52,3,4, c'est que souvent on s'est contenté de mesurer au millimètre près. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on a cette référence-là. On en a une autre ici, une coudée qui est recouverte de feuilles d'or, donc voilà. Et là, donc les dimensions données, celle-ci, elle se trouve, donc c'est Amenhotep II, Nouvel Empire, 18e dynastie. Elle a été retrouvée dans le tombeau de K. Et celle-ci, donc, elle est donnée pour 52,4 cm. Voilà. On va regarder une autre. 52,3, 52,4, oui, là, on est. Voilà. Alors celle-ci, elle appartenait au ministre de Toutankhamon, à côté de Maya, voilà, qui est donnée aussi à 52,3 cm. Encore une autre représentation de celle-ci, où on donne voilà, 52,3. Chaque doigt mesure 1,87 cm. Hop. Une autre, celle-ci, c'est une des rares que j'ai retrouvées comme mesure qui est donnée à 52,5. Mais c'est pareil, c'est une mesure qui n'a pas été faite avec une précision micrométrique. Mhm. La coudée d'Amenhotep. Et par contre, j'ai trouvé intéressant, c'est que sur le... Donc ça, c'est une photo qu'on trouve au musée du Caire. On voit cet objet là-bas. Et il y a des textes intéressants qui accompagnent cette coudée. Et il est écrit, je l'ai mis en jaune, que la coudée n'a pas subi de variations significatives pendant très longtemps, restant en usage en Égypte pendant plus de 4000 ans, se répandant grâce aux Romains en Europe jusqu'à l'époque contemporaine. C'est intéressant. Donc ça, Intéressant. c'est dit au musée égyptien. Mhm. Cette mesure, elle Elle s'est transmise. Elle s'est voilà, transmise. et elle s'est transmise jusqu'à l'époque contemporaine. Donc contemporaine, c'est il n'y a pas longtemps, quoi. Voilà. C'est Et pour ça qu'on retrouve, dans des constructions plus récentes, entre guillemets, mais qui ont quelques siècles, justement, des valeurs en coudée, quoi. on les retrouve dans des églises, par exemple, C'est ça. ou des cathédrales. Donc moi, c'est une chose que j'ai constatée dans ma région. Je suis allé faire tout un tas de mesures et j'ai régulièrement découvert l'usage de cette mesure comme système modulaire. Et récemment, dans la vidéo que j'ai fait sur Kefren, je parlais justement d'une abbatiale à Orcival, où clairement, c'est la coudée royale qui est employée pour établir le plan au sol de cette abbatiale. Et c'est une abbatiale du XIIe siècle. Oui, entre la longueur du transept et. Et Mhm. on On comprend avec retrouve. la géométrie et les mesures que c'est la coudée royale qui est le nom employé, enfin la mesure de référence, quoi. Alors c'est pour ça que je parlais de mystère tout à l'heure. On a l'impression que cette unité de mesure a été transmise, mais secrètement, et que les bâtisseurs de ces cathédrales ou de ces abbatiales ou églises ont utilisé secrètement cette coudée sans vraiment le dire, quoi. Bah, un petit peu, ouais, c'est Parce assez qu'il y a surprenant. toujours eu un mystère qui planait autour de, par exemple, les cathédrales, hein, les bâtisseurs des cathédrales. On n'a jamais retrouvé vraiment de plan. Comme si il y avait tout un mystère qui planait autour de ces unités de mesure employées. C'est vrai que ça, c'est une chose qui est curieuse, c'est qu'on a assez peu d'outils. En fait, des bâtisseurs de cathédrales, par exemple, il est régulièrement évoqué la question des cordes à nœuds, Mhm. cordes à 12 nœuds qui permettaient de faire, par Faire exemple, des angles droits. des angles droits, un triangle 3, 4, 5, etc. Et pendant très longtemps, on affirmait que ces bâtisseurs utilisaient la corde à nœuds, etc. Et on n'avait pas de texte écrit, hormis des textes assez récents qui en parlaient. Et puis, on n'avait pas d'objet, on n'avait pas retrouvé. Mais récemment, il y a quelques années, il y en a une corde à nœuds qui a été retrouvée sur des fouilles à Marseille, et notamment, je crois, à l'endroit où on a construit l'IHU de Marseille, là où se trouve Didier, oui, c'est Didier Didier Raoult. Raoult, c'est Voilà. ça. Mhm. Et ben, justement, avant, il y a des fouilles préventives et ils ont découvert justement une corde à nœuds. Et c'était le seul exemplaire, à ma connaissance, qui a été découvert. Et il y a des gens qui ont été étonnés parce que on en parle sans jamais avoir de preuves, et d'un seul coup, on en trouve une. Et donc, il y a des gens qui ont reconnu qu'ils auraient pu manger leur chapeau parce qu'ils affirmaient qu'on n'avait aucune trace archéologique de ça. Et pourtant, un jour, ils sont tombés dessus. On a la même chose avec ce qu'on appelle une canne des bâtisseurs.
C'est une canne en fait qui fonctionne avec une petite mesure qu'on appelle la paume, une mesure plus grande qu'on appelle la palme, puis l'empan, la coudée et le pied, quoi. Et théoriquement, sur cette canne sont graduées ces mesures, et on passe d'une mesure à l'autre en multipliant par le nombre d'or. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui s'est répandu dans, je dirais, pas mal d'éléments. Et par exemple, il y a un documentaire de C'est pas sorcier, avec Jamy et je ne sais plus comment s'appelle son collègue. Dans C'est pas sorcier, un jour, ils font une émission sur la cathédrale, et ils vont voir un compagnon qui leur explique, qui leur parle de cette canne des bâtisseurs, de la corde à nœud, etc. Alors qu'on n'a quasiment aucune preuve écrite dans les textes, ni matérielle. Et pourtant, ils en parlent et ils montrent comment ça s'emploie, et donc ils montrent des mesures sur des monuments, on peut le découvrir, on peut constater dans les monuments que c'est employé ce système-là. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai mystère, c'est un peu comme si les mesures étaient quelque chose d'un peu secret, conservé précieusement. Sacré. Et il y a quand même un exemple de l'importance, je dirais, de conservation par une corporation. C'est en Angleterre, dans les années 1800, je ne sais plus quand exactement, l'Angleterre décide de revalider les mesures anglaises, notamment le yard anglais. C'est justement parce qu'ils sont en lutte avec le maître qui est une mesure qui tente de s'imposer dans le monde entier, et les Anglais résistent à ça. Et notamment la royauté, enfin, je ne sais pas à l'époque si c'est un roi d'Angleterre, mais justement, ils résistent à ça, ils ne veulent pas qu'on supprime les mesures anglaises. Et donc, ils organisent une convention dans laquelle ils vont demander aux compagnons tailleurs de pierre de Londres de leur ramener l'étalon qu'ils conservent précieusement depuis des générations. Ces compagnons tailleurs de pierre leur ramènent donc un étalon en bronze, je crois, dans laquelle sont fichées dedans 2 petites pastilles d'or. Et sur ces pastilles d'or, il y a 2 lignes, une ligne de chaque côté. Et ça, en fait, c'est un étalon que conservaient les compagnons bâtisseurs, tailleurs de pierre, qu'ils conservaient, et c'est l'étalon du yard anglais qui vaut 91,44 cm. Et donc, dans les années 1800 et quelques, c'est comme ça que les Anglais ont réaffirmé les mesures anglaises. Le yard anglais vaut 3 pieds, le pied vaut 12 pouces. Et on a un exemple justement de où est-ce qu'ils ont trouvé la mesure. Et bien, ils ont demandé à des compagnons tailleurs de pierre de Londres, qui étaient les gardiens de cette connaissance. Donc, il est très probable que ce soit passé exactement de la même manière pour la coudée royale, pour le maître. Il y avait des corporations professionnelles, et à certains niveaux, je dirais, dans la corporation, hein, et je pense qu'il y avait un peu des grades, des sortes de niveaux, des échelons, quoi, hein. Et selon les échelons, on avait accès à plus ou moins de documents et de connaissances, et on était plus ou moins initié, quoi, en gros. Donc, ouais, c'est mon avis tout à fait possible. Voilà, donc effectivement, pour moi, c'est comme ça qu'elles se sont divulguées les mesures. Et ensuite, elles ont été exposées devant tout le monde, puisque lorsqu'on fait un monument avec une mesure, on laisse pas l'étalon sur place, mais le monument est fait avec. Donc, quelque part, c'est exposé à la vue de tout le monde. Oui, on peut déduire ensuite voilà. en travaillant sur ce C'est monument. ce qu'a fait Newton. Et il y a d'autres exemples comme ça, hein, où des archéologues qui sont intéressés à la métrologie sont allés étudier les monuments pour retrouver le module métrique employé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais comme autre petite coudée à vous montrer? En voici une autre. Alors celle-ci, elle est assez banale parce qu'elle est juste en bois. Elle n'est pas avec tout un tas d'hiéroglyphes dessus. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la coudée était tellement importante pour les Égyptiens que les Égyptiens, les pharaons ou les notables importants, lorsqu'ils allaient dans leur tombeau, ils emmenaient une coudée royale. Ils emmenaient une coudée qui était, voilà, avec le nom des dieux sur la coudée, des coudées, des œuvres d'art en fait, hein. Pas forcément des coudées qu'on utilise en pratique, contrairement à celle qu'on a ici, qui est une coudée plutôt pratique, en bois, juste les graduations. Et donc ils emmenaient ces œuvres d'art dans le tombeau, avec tout un tas de choses, c'est vrai, mais tout de même c'est surprenant de se dire qu'ils emmenaient une coudée royale. Oui, de nos jours, on ne se fait pas inhumer avec un ruban à mettre. Voilà. Ça n'aurait pas de sens. Et d'autant plus que sur ces coudées, on y marque le nom des dieux. Donc vraiment, on voit qu'il y a quelque chose de majeur, d'important. D'important. Les Égyptiens attachent une importance énorme à cet objet. Il contient quelque chose qui, pour eux, a un caractère sacré. Donc ici, on en a une, elle est donnée à 52,3 cm. Voilà, donc elle se trouve dans quel musée celle-ci?
Je ne sais plus dans quel musée elle se trouve, celle-ci. Égypte. Musée de Liverpool, voilà. Ok. Donc voilà, et puis j'en ai une autre ici qui est probablement une coudée Rebben, donc elle mesure 37 cm. Et en fait, c'est important parce que 37 cm, si je fais un carré de 37 cm, sa diagonale vaut une coudée royale. Voilà, donc c'est ce passage en fait du carré à sa diagonale, c'est une méthode d'arpentage. Les arpenteurs utilisaient ça. Donc c'est pour ça que le passage du côté carré à la diagonale, c'est quelque chose d'important. Et que si on retrouve des coudées de 37 cm, c'est aussi révélateur de cette fameuse coudée égyptienne de 52-36 cm. Il pouvait faire des beaux angles droits avec ces deux coudées. Voilà. Là, je vous montre des échantillons de coudées en pierre, voilà, qui sont brisés, donc c'est que des petits morceaux qui sont archivés dans différents musées. Alors, quelques savants comme Jomard, justement, on a utilisé quelques-unes pour retrouver, en mesurant juste les quelques intervalles qu'ils ont, et puis par déduction, ils retrouvent la longueur des 28 intervalles. Voilà, donc on a voilà, tout un tas de petits morceaux de coudées comme ça, en pierre. Et finement gravés, avec justement le nom des dieux dessus. Voilà, c'est tout à fait intéressant. J'ai une autre photo de ce genre d'objet, voilà, donc des belles coudées en pierre. Mais on n'en a pas en pierre, à ma connaissance, de complète. Parce que la pierre, ça se casse assez facilement quand même. Eh oui. Et des coudées en bois, ça résiste mieux à la fracture quand même. C'est comme les élèves quand tu te prenais des coups de règle avec une coudée en pierre, clac, ça se cassait Ça sur le fait bout du mal. doigt. Ça fait mal en plus. Voilà, donc ici j'ai trouvé donc c'est le musée égyptien qui un jour a publié une photo de deux coudées qui ont été retrouvées dans la tombe de Sénéfer. Et donc elles sont intéressantes ces deux coudées. Donc ici on l'a une. Et donc celui qui l'a découvert, il a pris le temps de la mesurer, de faire un dessin. Et il a donné une mesure de 52,7. Mais quand on additionne tous les intervalles qu'il a mesurés, on trouve 52,9. Bon, ben voilà, 52,8 plus ou moins 1, plus ou moins 1 dixième, plus ou moins 1 millimètre, pardon. Voilà un petit peu ce qu'elle donne, cette coudée en bois. Donc c'est une des rares coudées en fait plus longues. Hein, et on va voir que c'est pas du tout parce que les Égyptiens étaient approximatifs. Cette coudée, elle a bien une raison d'être. On retrouve une coudée similaire, une coudée pliante de K, qui mesure 52,78 cm. Donc il y a une publication qui a été faite là-dessus par des Japonais, qui ont pu faire des mesures précises de cet objet, et qui donne la valeur à 52,78 cm. Et puis il y en a une dernière, alors celle-ci, c'est une pareille, c'est la coudée de Sénéfer, c'est l'autre, et la mesure qui est donnée, elle n'est pas. J'ai pas retrouvé, si tu veux, le travail de celui qui l'a découvert, qui l'a mesuré. Donc il y a le musée qui donne une mesure approximative. Et moi, du coup, comme il y a la chance d'avoir on a la chance d'avoir dessus, sur la photo, un étalon de 25 cm qui est posé à côté, eh ben, on peut, avec un logiciel de mesure sur informatique, essayer d'estimer la mesure, et je l'ai estimé à 53,9, plus ou moins 1 mm. Donc voilà, il y a cet autre objet, on va voir aussi, j'en ai parlé récemment dans une vidéo qui s'appelle Kefren, le secret de sa mesure. Je vous invite à la voir. Et justement, je montre en fait que cette mesure que j'ai appelée coudée nilométrique est une mesure qui est employable sur la pyramide de Kefren notamment. Puisque visiblement, vous allez voir, les pyramides ont chacune une coudée, on va dire, principale qui les détermine. Khéops, c'est visiblement la coudée royale. Kefren, il semblerait que c'en soit une autre. Et Mykérinos, c'en est encore une autre. Et puis après, il y a des traces de coudées qui sont sur des nilomètres. Donc c'est pour mesurer les crues du Nil. Et donc c'est des graduations qui ont été mesurées. Et globalement, la plupart de ces graduations donnent plutôt les valeurs de la coudée de K de 52,8 cm. Voilà, on a d'autres photos ici, plus récentes, celle-ci. Donc voilà, voilà un petit peu les éléments qu'on a disponibles en fait sur cette coudée. Et puis, comment on fait certains savants pour estimer la coudée? En mesurant en fait. Et donc là, je vous donne un certain nombre de personnes, Petrie, J.F. Cole, Dorner, Lehner, Glenn Dash, Dormion, tous ces gens-là
on fait des mesures très rigoureuses de la Grande Pyramide, et avec les dimensions de la Grande Pyramide, au maximum, ce qui donne par exemple sur le carré de la base, qui varie de quelques centimètres, ben, au maximum, on peut dire que la coudée elle varie entre 52,33 et 52,37,5. Voilà, c'est la variabilité maximum qui peut être envisagée à partir de la Grande Pyramide. Ok. Donc, quand Funkelet dit 52,36, il n'est pas du tout à côté de la plaque. Non, il est Hein, dans la moyenne. je vous rappelle que la coudée qui a été mesurée par Plana et Binot, c'est 52,35 et des poussières. Une coudée qui a 4500 ans, ou 3 ou 5000 ans. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'approximatif. Et si on tient compte de ces marges d'erreur-là, en fait, c'est tout à fait improbable que les relations mathématiques qu'on a vues tout à l'heure aient pu se produire par hasard. Ne soit pas intentionnel, quoi. Voilà. Donc pour moi, 52,36, c'est la valeur de la coudée royale égyptienne par rapport au mètre. C'est factuel. Donc, je vous montre. Ah, c'est le plan de la. Oui, d'ailleurs, j'en ai parlé Le plan au sol de la chambre haute. De la chambre haute. Voilà, qui fait 10 coudées par 20 coudées. C'est comme ça que Newton a déduit la mesure. Mais il y a une chose qu'on dit beaucoup moins. Donc, si la coudée royale est en relation avec le mètre, le nombre d'or, le nombre pi, avec la géométrie, bon, à travers des systèmes géométriques comme ça, c'est déstabilisant. Mais moi, je n'ai pas intégré dans mon calcul de statistique, par exemple, l'autre paramètre que je vous montre maintenant, qui est que tout simplement, si on additionne le nombre d'or, 1,618 mètres par exemple, plus un mètre, plus une coudée royale, j'obtiens par exemple 3,1416, c'est-à-dire le nombre pi. Le nombre pi exprimé en mètres. Une autre façon de présenter les choses, qui est tout de même assez curieuse aussi, qui sont des choses étonnantes et qui devraient faire, normalement, qui doivent interpeller. Qui devrait faire bugger certaines personnes comme toi, tu as été buggé il y a 10 ans. Ah. Et donc, c'est sûr que depuis 10 ans, j'ai bossé ce sujet. Alors, je ne me suis pas intéressé que à la coudée royale, parce qu'en fait, la coudée royale, c'est quelque chose qui fait partie d'un système de mesures, on va dire un jeu de mesures. C'est comme si ces gens-là utilisaient plusieurs mesures pour des raisons bien particulières. Et je vous propose un petit peu de voir quelques exemples de ça. Donc, on a parlé de ces fameuses coudées un peu plus longues, 52,78, 53,9. Alors, pour celle de 52,78, eh bien, c'est assez simple. La pyramide de Mykérinos, à sa base, elle fait 200 fois la coudée de 52,78 cm. Petri est la seule source fiable de mesure de cette pyramide. Il a donné 105,50 m, plus ou moins quelques centimètres. Et bien, en fait, si on utilise cette coudée de K, la coudée qui fait 52,68, on en a 200 à la base de la pyramide de Mykérinos. Alors que si on la mesure en coudée royale, on n'a pas 200, on va trouver un nombre, voilà, 220 et des poussières. Et ça compte par rond, quoi. Voilà, il y a quelque chose de surprenant. Et pour la pyramide de Képhren, en fait, on a 400 coudées nilométriques, celle qui vaut 53,9 cm. Donc, en fait, ce qui semble... voilà, ce qu'on prenait pour de l'approximation, ce qu'on utilisait éventuellement comme argument pour dire que mais non, les Égyptiens n'ont pas de pyramide, enfin de coudées ultra fiables, la preuve, on a coudé de K, etc. Non, c'est simplement, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont utilisé ça. Parce que peut-être qu'ils ont utilisé plusieurs coudées pour les différents monuments. Et que les erreurs de mesure qu'on pourrait penser trouver sur les monuments, ben, en fait, c'est pas ça, c'est autre chose, c'est parce qu'on utilisait une autre mesure. Donc, Donc on a voilà, 200, c'est la longueur de la base de la pyramide de Mykérinos. Ce que je vous propose, c'est de voir maintenant ce que cette mesure elle implique sur la grande pyramide de Khéops, 52-78. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais pour ça, j'introduis autre chose. Je vais introduire une autre mesure qui a été retrouvée en Égypte, dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle la règle de Kaoum. Alors j'ai fait un petit livre et une conférence au mois de mai dessus. Une règle qui a été retrouvée
par Petrie, hein, près d'une pyramide dont le nom m'échappe à l'instant. Une pyramide en ruine, hein, en très mauvais état. Il a retrouvé une règle graduée. Alors moi, j'ai fait une reproduction en fait, de cette règle graduée où j'ai rajouté les mesures dessus. Mais Petrie, qui est extrêmement rigoureux, il donne les mesures au centième de pouce de chaque intervalle. Et la longueur, bien sûr, de la coudée. Donc cette longue coudée, moi, je l'ai étudiée, donc je ne vais pas en parler là parce que ça me prendrait du temps. Mais moi, ce que j'en ai déduit, c'est que c'était une règle astronomique, dans le sens où... Enfin, astronomique et... Comment dirais-je? Oui, la conférence que j'ai fait dessus, et le petit bouquin que j'ai fait pour la présenter, montre que ces intervalles, en fait, ont des relations avec les cycles astronomiques, notamment les périodes synodiques des planètes. Mhm. Les planètes Vénus, Mars, qui sont nos planètes tout près de nous, ont des périodes synodiques. Donc c'est le nombre de jours qu'il faut pour qu'elles reviennent à la même configuration dans le ciel par rapport à la Terre. Et donc ça, c'est visible du ciel par un observateur. Et ces périodes, en fait, semblent être indiquées sur cette coudée-là. Alors c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai fait une vidéo avec Frédéric de la chaîne L'Apprentissage qui voit sur le plateau de Gizeh un planétarium. Donc, je vous invite à voir les deux vidéos que j'ai partagées qui sont très intéressantes et justement on refait ce lien avec justement cette unité de mesure qui aurait été choisie pour construire ces pyramides avec une concordance astronomique Il y a de planètes. Ouais, c'est évident. Il Mhm. est évident, en fait, que ces anciens étaient préoccupés d'astronomie et que ce qu'ils ont compris de l'astronomie, ils l'ont intégré à leur architecture, à leurs unités de mesure. Mhm. C'est évident, ouais. C'est lorsqu'on comprend ça, qu'on commence à chercher dans cette direction-là, on comprend assez rapidement l'imbrication, comment les choses s'imbriquent. Moi, j'ai mis un certain temps justement à rentrer là-dedans, parce qu'au départ, j'étais plutôt essayé de comprendre les mesures, voilà, d'un point de vue mathématique, géométrique, les relations entre elles, puis après les liens avec la géodésie, la taille de la Terre, la forme de la Terre, et puis ensuite, Avec un peu plus loin, on élargit un peu notre système le solaire. champ pour voir, ok, on voit qu'ils sont capables de maîtriser la mesure de la Terre, ok, est-ce qu'ils peuvent faire plus, la Lune, ah oui, ok, les paramètres lunaires, et puis on étend un petit peu et on comprend tous les paramètres qu'ils arrivent à intégrer en fait. Donc c'est vraiment étonnant. Et donc cette règle de Kaoun, voilà, elle mesure 67,13 cm. Alors au passage, c'est intéressant parce que si on l'applique, cette règle, sur la pyramide de Mykérinos, et que je trace un cercle qui a le même périmètre que la base de la pyramide, eh bien le rayon de ce cercle, c'est 100 fois la règle de Kaoun. 67,13 cm fois 100. Donc cette règle pareille de Kaoun, elle n'est pas du tout un truc au pif, elle est en relation avec la coudée de K et la pyramide de Mykérinos notamment. Ok. Donc ça c'est un des éléments que j'évoque, que je Et, montre. et au passage, ça fait référence à quelle période synodique de quelle planète? Le nombre en question, là, c'est autre chose. Ce sont les intervalles, en fait, qui renvoient à D'accord. la période synodique et à des cycles astronomiques. Le Ok. nombre, en fait, ça, c'est la somme des longueurs. On va voir après, en fait, ce que Bon, ça... après, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je vous invite à Ouais. acheter. Il est en vente, ton petit livre Je l'ai mis sur le site, j'ai mis à Ok. 8 euros, c'est un petit fascicule, puis j'ai mis une partie de la conférence en ligne, Mhm. YouTube. Je dû en mettre la moitié, et l'autre partie, elle est sur mon site, j'ai un espace abonné, voilà, qui sert à financer l'hébergement, etc. Ok. L'espace abonné, je l'ai mis pas cher, j'ai mis 19,99 € à vie. C'est pas un abonnement, c'est une fois, et les gens accèdent à des choses que j'ai pas mis forcément à 100% sur En le. totalité sur YouTube. Ok. Et ça, c'est ce que j'appelle les passionnés, ceux qui sont vraiment, qui ont, voilà. Qui ont envie d'aller plus loin. Voilà, et plus loin, et qui seront les premiers informés aussi, parce que peut-être qu'après, je vais forcément libérer l'information, mais il y a des choses, voilà, les passionnés, ils ont accès un petit peu avant, quoi. Ok. Et donc, maintenant, on va regarder une chose étonnante, c'est que moi, j'ai dans la vidéo dont on a parlé tout à l'heure, que tu as vue là sur Kefren, ce que j'ai montré aussi, c'est qu'en Égypte, ils ont une mesure qui a été utilisée, c'est le yard mégalithique. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et pas connu du tout. Les Égyptiens, en fait, n'utilisaient pas que la coudée royale, ils ont utilisé plusieurs mesures qui étaient imbriquées les unes dans les autres, pour des raisons très particulières que je commence à comprendre.
Et une des mesures clés, c'est le yard mégalithique, qui est une mesure qui a été découverte dans les années 50, statistiquement par un professeur qui a mesuré des cercles de pierre, les cromlechs, donc les cercles de menhir, en Écosse, en Grande-Bretagne, et qui est venu jusqu'en Bretagne dans les alignements de Carnac. Et de son travail, il a déduit de manière statistique une mesure redondante qu'il a appelée le yard mégalithique. Et cette mesure, elle est fondamentale, et il semblerait qu'elle se soit répandue jusqu'en Égypte, et que les Égyptiens en aient fait usage. Et tu as même quelques savants qui ont montré que cette mesure, elle s'était répandue jusque chez les Sumériens, que les Romains utilisaient un pied romain qui valait 1/7 de la toise mégalithique, et tout un tas d'éléments comme ça qui ont été découverts par Rotländer, qui est un savant allemand, ou par Magdeleine Mott, qui est une mathématicienne française, qui, elle, montre que jusqu'à l'époque médiévale, on a utilisé en France quelque chose qui vient du yard mégalithique, donc quelque chose qui serait a priori plus ancien que l'Égypte, donc qui aurait à peu près 7000 ans. Et ce yard mégalithique, en fait, c'est évidemment une mesure qui est aussi présente en Égypte. Et on va voir comment le yard mégalithique, la coudée de K que je viens de vous présenter, et la coudée de Kaoun s'imbriquent ensemble pour nous faire un joli schéma. C'est-à-dire que si je prends un yard mégalithique, que je le pose à plat, et que je prends deux règles de Kaoun, de 67,13, pour former un triangle, le profil que j'ai ici, c'est le profil de la grande pyramide. Et ça, c'est possible parce que je prends un yard mégalithique et deux règles de Kaoun. Et la hauteur, du coup, en fait, c'est 52,78, c'est la coudée de K qui vient se positionner ici. Donc quand on a redécouvert, en fait, la coudée de K, ou la coudée de Sénéfer aussi, qui a la même longueur, et puis cette règle de Kaoun, là, en fait, on a redécouvert des étalons du yard mégalithique, mais qui sont géométriquement liés à la grande pyramide, puisque ce profil-là, c'est le profil de la grande pyramide. C'est Alexander Thom, hein, c'est ça qui avait découvert le yard mégalithique. Alexander Thom qui avait découvert ça. Lui, il n'a pas essayé de comprendre ce que c'était, il a voulu démontrer que ces gens-là étaient des savants. Qui étaient... Sylvain Tristan a repris ses travaux oui, tout à fait. Ouais. Dans les lignes d'or, son livre que je vous invite à lire, qui est passionnant. Et puis, il y a pas mal de chercheurs anglais qui parlent pas mal du yard mégalithique, donc, comme John Michel, Robin Hayes, et puis il y en a un autre dont le nom m'échappe. Mais voilà, Howard Cross également a fait pas mal de recherches dessus. Moi aussi, et vraiment, le yard mégalithique est en fait quelque chose qui est fondamental, qui est peut-être, à mon avis, avec le maître, les deux mesures un peu secrètes qui étaient les plus importantes et dont découle tout le reste, en fait. Ça, c'est une question que je voudrais te poser, mais on y viendra plus tard. Ouais, dont découle tout le reste. Donc, de qui découle quoi? Ouais, ça, c'est une question curieuse. Hein. Oui. Et donc voilà, donc ici on a quelque chose d'étonnant en fait. Hein. La coudée de K, c'est pas du tout quelque chose d'approximatif, un truc, non. La coudée de K, c'est quelque chose qui est lié au yard mégalithique. La coudée de Kaoun, c'est lié au yard mégalithique et c'est lié à la géométrie de la grande pyramide. Donc c'est... Voilà, c'est assez simple. Alors on n'a pas encore redécouvert une mesure qui vaut un yard mégalithique en bois en Égypte, hein. Mais peut-être que ça va venir. Non, mais c'est là où on voit tout l'art du jonglage de ces bâtisseurs, de ces concepteurs, parce que là, juste avec une forme, en fait, ils jonglent sur... on va jongler avec trois coudées qui sont complètement différentes de la coudée royale qui a été utilisée pour bâtir la grande pyramide. Mais sur un profil, ça nous fait ressortir ces trois autres coudées. Voilà, et donc c'est vraiment étonnant. Hein. Complètement étonnant. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre là-dessus? Le reste. Ouais. On a fait un gros morceau. Je sais pas si tu as des questions particulières que tu veux peut-être aborder avant que j'aborde un beau morceau qui est sympa. Le morceau sympa, c'est un des secrets de la coudée royale. C'est la coudée royale est un étalon astro-géodésique à grande échelle. Et je sais pas si tu as... Bah écoute, je sais pas si on va y venir un peu plus tard, mais comme je te le disais, hein, qui de l'œuf ou la poule est arrivé le premier par rapport à cette coudée royale et au maître? Parce que moi, j'ai été convaincu pendant très longtemps que la coudée royale, comme tu l'as fait voir avec ce fameux cercle de diamètre 1 mètre divisé par 6, etc., il
il y avait aussi cet exemple, hein, je mettrai une petite photo à l'écran, où si vous prenez ce fameux cube d'un mètre cube et que vous insérez à l'intérieur une sphère qui va toucher les 6 parois de ce cube, eh bien la sphère aura un volume de 52,36% de ce mètre cube. Ouais. Donc En fait, moi j'étais persuadé pendant longtemps que la coudée avait été déduite du mètre, mais j'ai une personne qui m'a envoyé une petite vidéo il n'y a pas très longtemps. Alors c'est pareil, je vous mettrai en image pendant qu'on parle le lien de cette vidéo, et je le mettrai aussi dans la description, où justement c'est l'inverse. On part de la coudée et on arrive à en déduire le mètre en travaillant sur des cercles et des pentagrammes. Et j'ai trouvé ça ouais, assez étrange, parce que ça m'a déstabilisé dans ce que je pensais au départ, quoi. C'est-à-dire que là, on est un peu comme dans la fameuse métaphore de la poule et de l'œuf, quoi. C'est ça. Qui est né en premier. Là-dessus, moi, ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'en fait, ça a été pensé en même temps pour fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelques mesures clés qui sont donc le mètre, la coudée royale, les mesures mégalithiques et les mesures anglaises, ainsi que le pied romain, en fait, que le pied romain, c'est en fait lié au yard mégalithique, en fait. Mais globalement, yard mégalithique, mesure anglaise, coudée royale et mètre, ça, c'est un jeu de mesures qui, à mon avis, a été pensé à un moment donné de l'histoire par des savants. Et ils l'ont pensé de manière très globale pour que justement ce système de mesure se réponde en permanence selon des paramètres qui vont être astronomiques, qui vont être liés à la forme de la Terre, qui vont être liés à des mathématiques, un peu comme si on avait recherché à retrouver une sorte de clé, de dénominateur commun au fonctionnement de l'univers dans lequel on vit. Et ces clés, en fait, elles reposent sur ces nombres et ces mesures. Et le mètre est probablement celle qui est la plus importante, parce que c'est lorsqu'on utilise le mètre qu'apparaissent les nombres. C'est-à-dire qu'il va y avoir, pour prendre un exemple, le nombre ici 82 944, qui est le yard mégalithique, c'est ce qu'on appelle un nombre canonique, c'est-à-dire qu'on peut l'exprimer avec des puissances, avec des nombres premiers, simples, et des puissances de 10. Donc ça va être 2 puissance 10 fois 3 puissance 4. C'est un nombre canonique, ça veut dire qu'on prend deux nombres premiers, les tout premiers, le 2 et le 3, on les élève à des puissances de 10, et on obtiendra 82 944. 2 puissance 10 fois 3 puissance 4 de mémoire. Et ça, c'est possible que parce que ce yard mégalithique, on l'a mesuré en mètres. Et il y a tout un tas de mesures comme ça, où on va découvrir des propriétés mathématiques que parce qu'on mesure en mètres. Moi, le mètre, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est un peu une clé, en fait. C'est comme si on avait un système codé, et que pour le décoder, il faut qu'on mesure en mètres. Et en décodant avec le mètre, on voit apparaître les nombres. Donc on voit apparaître 5236, on voit apparaître le pied romain 2962, on voit apparaître des choses. Des constantes mathématiques comme pi. Ces nombres qui apparaissent, en fait, sont possibles parce qu'on mesure en mètres. Donc le mètre est intégré comme une sorte de clé, mais ça a été pensé probablement ensemble. Et la fonction du mètre semble être une fonction de clé, en fait. Ok. Ouais, de clé de décodage, qui permet de lire l'information. Écoute, voilà, avant que je vais y revenir un petit peu à la fin avec un exemple, mais cette partie-là que je voulais vous montrer, j'en ai parlé il y a un petit moment, mais c'est pas quelque chose auquel on pense souvent. En tout cas, ça n'a pas fait autant de bruit que ça aurait dû, à mon sens. Mais un des secrets de la coudée royale, c'est qu'elle est un étalon astro-géodésique à grande échelle. Et on va s'intéresser notamment à ce côté astro-géodésique. Parce que donc, cette découverte, c'est pas moi qui l'ai fait, moi j'en ai fait qu'une petite partie, et qu'un jour quelqu'un m'a envoyé un message en me disant voilà, j'ai constaté un certain nombre de choses, et j'ai constaté notamment que lorsque je mesure la distance entre le cercle polaire et le pôle Nord, il y a 2618 km, ce qui fait 5 millions de coudées royales égyptiennes. Donc on reconnaît à la fois le nombre 2,618 qui est le nombre d'or, et puis 5 millions de coudées royales sur cette distance entre le cercle polaire et le pôle Nord. Alors ce cercle polaire, qu'est-ce que c'est? Le cercle polaire, en fait, c'est une zone, c'est une latitude sur la Terre à partir de laquelle, une fois par an, on va avoir soit le soleil qui ne se couche pas, soit le soleil qui ne se lève pas. C'est-à-dire que plus on va monter vers le nord, eh ben, on va avoir à un moment donné, les jours vont être de plus en plus longs au moment du solstice d'été, et de plus en plus courts au solstice d'hiver. Et puis on monte à un moment très très haut,
Et à un moment donné, c'est une latitude autour de 66,5 degrés, où si je viens au 21 décembre, en fait, ben, mon soleil, il ne va pas pouvoir se lever. Il va rester sous l'horizon. Et le lendemain, on en verra un petit bout. Il y a un jour, en fait, où il ne va pas se lever. Et si je viens au 21 juin ou au 20 juin, eh ben, mon soleil, ce jour-là, il va descendre, mais il ne va pas passer sous l'horizon, il restera Il au-dessus. ne se couchera pas. Voilà, et ça correspond à une latitude sur Terre. Et cette latitude, ce qui est particulier, c'est qu'elle varie sur un cycle long de 41 000 ans quand même. Et la mesure qui est faite là, c'est une mesure actuelle. Mais actuellement, il se trouve que, de manière étonnante, on est à peu près au milieu de ce cycle. Hein, à quelques broutilles près, on est au milieu du cycle de 41 000 ans, qui est le cycle de Milankovitch. C'est un cycle, en gros, qui correspond à l'inclinaison de l'axe de la Terre. L'axe de la Terre va incliner entre 22 et 24 degrés. Je vous dis ça approximativement parce que j'ai plus les valeurs exactes en tête. Je crois que c'est 22,5 et 24,10 degrés. Et donc, il oscille sur cet axe-là, et forcément, ça va modifier un petit peu la position du cercle polaire. Mais actuellement, on est à peu près au milieu. Et ce qui est assez dingue, c'est que à l'époque de l'Égypte, le cercle polaire n'était pas tout à fait là. Donc, pour faire cette mesure, pour l'avoir, il faut avoir compris ce cycle-là. Il faut avoir compris son mouvement balancier. Oui, le mouvement de la Terre sur des très très longues périodes, quoi. C'est ça, il faut l'avoir compris. Évidemment, c'est tout à fait étonnant. Alors, les Mayas, ils ont un cycle long qui vaut quand même 1/8 de 41 000 ans. Donc ça, c'est surprenant, un cycle parce que les Mayas, ils ont des comptes de jours assez particuliers. Et un de leurs cycles le plus long, il vaut 1/8 du cycle de 41 000 ans. Donc c'est surprenant, en fait, que par hasard, les Mayas, par exemple, aient fait ce cycle-là, qu'ils appellent un cycle long. Et il est possible que ce soit vraiment quelque chose qui soit lié à cette variation. Bon, je pense que cette variation, elle peut être connue sans forcément avoir vécu 41 000 ans. Mais il faut effectivement faire un énorme boulot d'astronomie depuis quand même un certain temps, en quelques siècles au minimum, pour faire ces calculs. Et se transmettre les connaissances de... Voilà, aujourd'hui, ça a été calculé, mais on n'a pas eu 41 000 ans d'observation pour le faire, hein, quand c'est calculé aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est une chose vraiment étonnante, parce que du coup, on prend conscience que la coudée royale, ici, elle est étalonnée par rapport à la taille de la Terre, et un paramètre astronomique de la Terre. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a certes le cercle polaire, mais on a autre chose, qui sont ce qu'on appelle les tropiques. Et la distance du pôle nord au tropique, vous l'avez ici, c'est environ 7405 km entre le pôle nord et les tropiques. Ou le pôle sud et le tropique du Cancer ou Capricorne, selon de quel côté on va partir. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que, alors déjà, ces 7405 km, ça fait ce qu'on pourrait appeler 4000 miles nautiques. Donc le mile nautique, c'est 1852 mètres, c'est une mesure qui est liée à une division de la Terre en 360 degrés, 60 minutes et 60 secondes, c'est lié à ça. Une minute d'arc vaut 1852 mètres. Donc c'est surprenant parce que du coup, cette mesure de 7405 km, elle vaut 4000 miles marins ou miles nautiques. Mais elle vaut aussi 10 000 double coudées Rhémène égyptienne. Donc le double coudée Rhémène égyptienne, c'est ça, c'est si je fais un carré de une coudée, la diagonale du carré vaut 7,405. Voilà. Okay. Donc c'est la mesure qu'on a entre le tropique du Cancer et le pôle Nord. Donc le tropique du Cancer, c'est aussi quelque chose qui est lié de l'astronomie. Ça correspond à une latitude où sur Terre, une fois par an, eh bien, l'ombre va s'annuler en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où le Soleil arrive au zénith, l'ombre va pouvoir être totalement, va pouvoir disparaître. Si je vais plus au sud, à midi, j'aurai de l'ombre. Si je vais plus au nord, à midi, j'aurai de l'ombre. J'aurai une ombre de l'autre côté, par contre. En dessous du tropique du Cancer, l'ombre va passer de l'autre côté de mon bâton. Donc ça correspond aussi à une latitude qui varie en fonction de l'axe de la Terre. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la distance pôle Nord, cercle polaire, tropique du Cancer, ben, c'est quelque chose qui se mesure avec la coudée royale. C'est quand même dingue, ça.
Bah, après, je dirais oui et non, puisque bon, si le mètre est déduit des proportions de la Terre et que le mètre est intimement lié à cette coudée 52-36, obligatoirement, on va retrouver dans des proportions de la Terre cette coudée. Ouais, là, ce qui est fascinant, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est plus complexe que la mesure de la Terre, puisqu'on y a intégré des paramètres astronomiques. Mhm. Tu vois, quand les savants français ils mesurent la Terre, ben, ils disent le mètre, c'est un 40 millionième de la Terre, quoi. C'est ça. Voilà, ils s'arrêtent là. Mais les Égyptiens, eux, ils ont fait quelque chose, enfin, en tout cas ceux qui ont pensé à ça, Beaucoup plus quelque poussé, quoi. chose de beaucoup plus poussé, beaucoup Mhm. plus complexe. Et puis, il faut faire coïncider deux distances, quoi. Donc, il faut trouver quelle mesure permet de faire coïncider la distance entre le pôle Nord et le tropique du Cancer, le pôle Nord et les cercles polaires. Qu'en plus, cette mesure, constater qu'elle a un rapport avec le carré. Mhm. Le carré, ici, c'est un carré qui a un rapport avec la sphère, quoi, c'est surprenant. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu voulais obtenir ça par hasard en créant des sphères que tu inclines, Quelconque, oui, quelconque. Et puis, tu les places dans un système solaire au pif, ça se balade. C'est surprenant quand même. oui, c'est très surprenant, Ouais, en c'est effet. dingue. Quand même. Tu te dis, tiens, en fait, le cercle polaire et le tropique du Cancer, leur position pourrait être représentée par un carré, quoi. Euh, ouais, c'est étonnant. C'est très Mhm. interpellant. C'est très très interpellant. Le présenter comme ça n'a pas le même sens que de dire c'est les distances brutes, quoi. Oui, c'est ça, non, il faut En mieux fait, le penser à l'envers, quoi. voilà, il y a un ressenti qui est différent parce que c'est un petit peu comme si on avait l'impression que l'objet est fabriqué, quoi, qu'on a pensé quelque chose. Alors que pourtant, c'est la Terre, quoi. Oui. Il ne semble pas que les Égyptiens aient fabriqué la Terre. Enfin, ce serait... Mais je sais que tu avais eu cette réflexion par rapport à l'île de Pâques. Voilà, tu te On dis, se tiens, demande, est-ce que c'est une île artificielle? Elle a été créée pour faire ressortir toutes ces proportions, ces valeurs qui sont étonnantes aussi. Donc, oui, c'est ouais, voilà, à c'est une moindre échelle. curiosité. Mm. Donc, ça, c'est un gros, gros morceau, en fait, de la Coudée royale, Oui, ce côté-là. Parce que c'est pas que de c'est pas que de la géodésie, il y a de l'astronomie dedans. oui. Et bon, voilà, Et pour, c'est quelque chose qui, à mon avis, passe un petit peu inaperçu, alors que je pense que c'est une des clés vers lesquelles il faut se tourner pour comprendre ce que c'est que ce truc-là. mhm. Après, j'avais peut-être préparé un ou deux exemples, justement, de... Donc là, il y a un exemple, en fait. Un exemple assez important. Je prends une longueur quelconque, enfin, elle n'est pas quelconque, hein, mais imaginons que tu mesures quelque chose, tu t'aperçois que ça mesure 12 735 km. Donc, c'est mesuré en kilomètres. Pour information, c'est le diamètre moyen de la Terre, en fait. Mhm. Et il se trouve que si tu multiplies trois unités de mesure, qui sont le yard mégalithique, la coudée de Nippur, qu'ici je devrais mettre en bleu, pour qu'on y voit plus clair, et celle-ci, elle n'est pas la bonne couleur non plus, et le pied romain, qui sont des mesures qui sont toutes liées ensemble, en fait. Ces trois mesures-là, quand tu les multiplies, en fait, tu vas trouver numériquement un nombre qui est celui-ci, 12 735. En fait, c'est 12 736 la valeur exacte. Et ça, c'est tout à fait étonnant, et c'est possible que parce qu'on mesure en mètres. C'est-à-dire que si le mètre faisait 1,1, Ça marche pas. et là, ça ne marcherait pas du tout, parce que ces mesures-là n'auraient pas les mêmes valeurs. Oui, Et le produit ne fonctionnerait plus. puisque ces mesures sont exprimées en mètres précisément, quoi. Et on ne pourrait plus retrouver, en fait, le diamètre de la Terre en multipliant ces mesures-là si on les avait calées par rapport à cette autre mesure qui serait, je sais pas, le yard anglais, par exemple. Si j'avais mesuré en yard anglais, ceci ne fonctionnerait pas. Mhm. Il faut Et travailler avec le mètre. c'est ça. Du coup, en fait, c'est parce qu'on a mesuré en mètres qu'on retrouve comme information ces trois mesures-là qui nous permettent de redonner ensuite la mesure du diamètre de la Terre. Mhm. Et qu'est-ce que tu penses? On avait partagé ça avec Éric Le Saint. Lorsque tu prends le diamètre de la Terre moyen, je crois, avec le diamètre de la Lune, et on retombe sur 16 180 km. Ben oui, ça c'est tout à fait curieux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu additionnes le diamètre polaire de la Terre, qui fait 12 713, plus 3 474, effectivement, ça fait 16 187, je crois, un truc comme ça. Ça fait 10 000 fois
le nombre pi en kilomètres. Le nombre d'heures, oui, exprimé en kilomètres. Complètement. C'est parce qu'on mesure en kilomètres. Mhm. Si je le mesurais en yards, on n'aurait pas cette information-là. Effectivement, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, fait partie de la conception du mètre, quoi. Mhm. On a pris en compte la Lune. Pris ça en considération. Mhm. Exactement. Je pense que le mètre, on dit que c'est lié à la taille de la Terre, mais c'est lié à bien plus de choses que ça, à mon avis. Donc ça, c'est un exemple. J'ai peut-être un autre exemple intéressant de ce style-là. Alors, qu'est-ce que j'avais? Alors, j'en ai un qui est intéressant aussi. Ici, je prends une longueur qui n'est pas une longueur quelconque, qui est la longueur de la base de la pyramide rhomboïdale. La pyramide rhomboïdale, c'est la fameuse pyramide avec la pente qui change à un moment donné, donc ça fait une forme particulière. Il y a donc plein de données sur Internet qui lui donnent une valeur de 188 mètres, 360 coudées. Mais ce n'est pas les vraies valeurs, parce que Petri et Dorner sont les deux seules personnes à avoir fait un travail de mesure précise. Et ils disent, voilà, cette pyramide, sa base, Dorner, qui est le dernier à avoir fait les mesures dans les années 80, il a mesuré 189 mètres 61. Mhm. Et ce qui est surprenant, c'est que si on multiplie deux mesures, j'ai fait une erreur d'un nombre ici, ce qu'on appelle la toise mégalithique, qui vaut 2,5 yards, si on multiplie ça par le yard anglais, on obtient cette mesure-là, de 189,61. Oui, mais Et en fait, cette valeur-là, en mètres, on la mesure en mètres, elle code la valeur du yard et la toise. Et en fait, c'est quand tu as juste un trait qui est tracé sur le sol, si tu traces un trait, après, oui, c'est un trait, c'est brut, il n'y a pas d'information. Tu compares par exemple à du morse, en fait, où c'est des petits points et des traits. C'est une façon de coder une information. Mais dans le morse, on va avoir des points, des temps de pause, des traits plus ou moins longs. Et donc là, on a quelque chose qui visuellement apparaît numériquement. Mais ça, c'est un système du même principe, sauf qu'on a un seul trait, et ce qui fait apparaître les nombres, c'est en fait l'usage de différentes unités de mesure qui décodent en fait ce trait. C'est-à-dire que si je trace cette pyramide, je l'ai tracée au sol, ensuite je l'ai construite. Enfin, on imagine l'architecte, quand il fait son tracé d'arpentage, il a donc un plan carré de cette base de la pyramide. Mais en fait, les dimensions de sa pyramide, c'est quelque chose qui code de l'information. Et une des clés pour ouvrir, c'est le mètre. C'est le mètre qui ouvre l'information. Et l'information, c'est qu'on a du yard mégalithique multiplié par du yard anglais, ça donne la valeur en mètres. Ça donne numériquement la valeur en mètres de la base de cette pyramide. Et donc, des exemples comme ça, j'en ai un certain nombre. C'est quelque chose que je constate régulièrement quand je travaille en fait sur les mesures. Régulièrement, je tombe par hasard sur ça. Et la première fois que je suis tombé là-dessus, c'est avec ça, justement, avec la pyramide rhomboïdale. C'était tellement étonnant que du coup, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'ai dit maintenant, c'est quelque chose qu'il faut que je sois attentif à ça. Et donc, je suis attentif à ça et puis ça m'a permis de comprendre petit à petit un petit peu comment les choses s'imbriquaient et quelle était l'importance du maître un petit peu comme clé en fait de lecture en fait. alors, par rapport à ce yard mégalithique, Quentin, ce qui voudrait dire que, déjà les bâtisseurs de ces cercles de pierre, les cromlechs et cetera, qui ont utilisé ce yard mégalithique, il y avait déjà ce lien avec le maître, à l'époque? Certainement, ouais. Moi, je suis convaincu que les bâtisseurs mégalithiques connaissaient déjà le maître et la coudée royale. Et Howard Et là, ça Crowell, là, ça pose problème parce que qu'on attribue ces connaissances aux Égyptiens qui apparemment avaient un degré de connaissance assez poussé, heu, ce ne sont pas les mêmes que les bâtisseurs de ces cercles de pierre, hein, puisque ça remonte parfois à 7 000 ans, ouais. donc Ben, là, ça pose encore problème, quoi. Comment c'est c'est-à-dire que effectivement, la connaissance des Égyptiens, elle a une antériorité. Il y a quelque chose avant. mmh mh, Avant les Égyptiens, il y avait déjà cette connaissance qui était déjà là. Et c'est vrai qu'en Égypte, elle s'est matérialisée de manière vraiment exubérante, avec des constructions, une civilisation qui a duré 3000 ans, qui a été extraordinaire. Mais il y avait avant aussi probablement des cultures qui ont duré aussi longtemps et qui ont commencé à essaimer par le monde avec les mégalithes, qu'on va retrouver d'ailleurs à peu près sur tous les continents, hein. Une chose auquel on ne pense pas, c'est que les mégalithes,
ces espèces de menhirs, dolmens, les cromlechs, ce genre de choses, on va en retrouver à peu près sur tous les continents. Partout. Alors, certes, il est considéré que certains sont plus récents, c'est le cas du Japon par exemple, ou de la Corée, où on considère que c'est assez récent. Mhm. Mais il y en a des très anciens en Inde, par exemple. Il y a quelques mégalithes en Amérique centrale, des tumulus notamment, plutôt, des tumulus en Amérique du Nord. On a quelques mégalithes en Amérique centrale et Amérique du Sud aussi. Ah oui, Donc, je prépare actuellement une émission avec Franck Ferrandis sur justement les mégalithes du Japon. ouais, ouais, Et on ouais. en a discuté déjà. Bon, il y a quelques petits soucis de datation quand même là-bas, hein. Ouais, c'est qu'effectivement, les datations sont assez récentes. Alors, je ne suis pas penché suffisamment sur la question, au niveau des dates. Par contre, je me suis déjà penché sur la question, je n'ai pas encore publié ça, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'au Japon, il y a des endroits où il y a une concentration de mégalithes et les systèmes d'implantation sont les mêmes qu'on retrouve en Bretagne. C'est-à-dire qu'on utilise le garde mégalithique au Japon et on utilise aussi des systèmes géométriques comme le triangle 3, 4, 5 exactement de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose, j'en ai pas encore publié ça, c'est dans un coin, dans un tiroir, il faudra un jour que je fasse quelque chose dessus. Mais je pense que je le ferai un jour où Franck Ferrandis aura l'occasion de venir, parce que si je fais une conférence et que je parle, comme il a quand même bien potassé le dossier, Oui, c'est l'occasion qu'il soit là et ça serait une belle occasion. parle. En plus, il a fait des bouquins dessus qui sont très jolis, C'est très ça. sympas. Donc ouais, ouais, c'est étonnant, c'est-à-dire que la connaissance, effectivement, elle semble à un moment donné s'être concentrée, il y a eu une sorte de foisonnement extraordinaire en Égypte, mais il semble qu'elle vienne d'avant D'avant. et un peu ailleurs. Peut-être qu'elle vient du centre de l'Afrique, parce qu'il y a aussi beaucoup de mégalithes en Centrafrique. Dans l'Afrique, il y a probablement des choses très anciennes. On n'en sait pas grand-chose en fait de ce qu'il y a, où on en sait un petit peu des bricoles, mais il n'y a pas beaucoup de documentation en réalité, de recherche dessus. Il y a du mégalithe en Afrique aussi. Donc, ouais, l'Égypte, Ces connaissances viennent de la nuit des temps, on va dire. voilà, c'est très ancien, effectivement. C'est très Très ancien. ancien. Euh, et on utilise encore aujourd'hui les restes de cette connaissance, en fait, hein, sans qu'on s'en rende compte. La base 60 pour mesurer le temps, c'est quelque chose qui est dérivé d'une époque très ancienne. Mhm. Donc, ouais, non, c'est effectivement une question intéressante. Mais l'Égypte est un bon moyen de rentrer dans l'étude de tout ça. Ouais. Pour une entrée en matière, Ouais, c'est il y a vraiment, déjà de quoi faire en Égypte, hein. voilà. Après, les mégalithes de Karnak, c'est pareil, une entrée incroyable aussi, parce qu'on va y découvrir des choses étonnantes. Et si tu veux, là, j'avais un autre exemple, donc si tu veux, pour compléter mon propos, à propos de cette histoire des, des mesures, en fait, qui, en Égypte, ne se font pas qu'avec une seule unité de mesure. Si on prend par exemple la base de la Grande Pyramide, 230 mètres 364, c'est les mesures les plus récentes qui ont été fournies, je crois, en 2015 par l'équipe de Glenn Dash. Donc c'est vrai que globalement, on admet qu'elle fait 440 coudées à la base. Mais ce qui est assez curieux, c'est que si on la mesurait en coudées de Nippur, en pierre romain, en toise mégalithique et en garde mégalithique, en fait, les nombres qu'on obtient sont des nombres aussi assez intéressants, puisqu'on obtient des suites telles que 444,4, 777,7, 277,7 et 111,1. Et en fait, si tu veux avoir 111,1, c'est comme avoir 400. Ça a autant de sens au niveau mathématique. Mhm. C'est que nous, on voudrait compter en dizaines ou en centaines, mais en fait, avoir une suite numérique redondante, d'un point de vue statistique, c'est tout aussi improbable, Mhm. en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important d'avoir à l'esprit, c'est que en Égypte, c'est vrai que c'est la coudée royale qui semble être dominante, mais c'est pas uniquement cette mesure. Et on a du mal, nous, à concevoir, en fait, que on utiliserait plusieurs mesures, que les architectes, en fait, avaient dans leur tête de penser quelque chose qui pouvait se lire avec plusieurs mesures pour des raisons particulières. Ah oui, c'est là où c'est passionnant, c'est parce que oui, un esprit cartésien va dire mais pourquoi chercher le maître en Égypte et puis le yard mégalithique alors que ça a été employé bien avant, vous mélangez tout, enfin je me fais l'avocat du diable, tu Et sais. oui, complètement, ouais, Et mais bon, alors que si on considère que toutes ces coudées, toutes ces unités de mesure en fait ont toutes été unifiées autour du maître,
et, et de la planète Terre, hein, quelque part, Ah, c'est plus du tout, déconnant, quoi. Enfin, je veux dire, ça prend son sens. c'est ça, et c'est par contre quelque chose qui est très dur à concevoir dans notre système de pensée moderne, parce que nous, on n'est pas là, quoi. Je veux dire, Mmh. aujourd'hui, il ne prend pas l'idée à un architecte de faire une maison en disant, bah, tiens, la maison, je vais la faire même. Alors la largeur, je vais utiliser, une coudée, machin, Ouais, la longueur, je vais ça veut utiliser dire, une je vais garde, faire en sorte que selon les mesures que je vais utiliser, ça va faire apparaître des nombres. Il ne va pas penser à ça. Mais les anciens, si, parce que ces nombres, ils avaient sens pour eux. Ça avait un sens. Ça avait, voilà, c'était pas du tout le même type de pensée, quoi. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais bah, on en a déjà dit pas mal, hein. ouais, là, mais vous avez évoqué pas mal, hein. On a déjà, bien débroussaillé, moi, je trouve. On commence à y voir un petit peu plus clair dans ce boubi-boulga Mais mathématique. c'est vrai que ouais, bah, ça fait 10 ans en fait que je suis en train de creuser ce truc-là et de prendre conscience justement de cette subtilité à laquelle on n'est pas habitué en fait. Alors, pour clôturer tout ça, Quentin, moi j'aurais une question. Tu parlais tout à l'heure, d'une utilité à se servir de ces unités de mesure. Aujourd'hui, là où tu en es arrivé, est-ce que pour toi il y avait une utilité, je vais essayer de chercher mes mots, bien spécifique à prendre ces mesures et à bâtir des édifices avec ces mesures? Est-ce que pour toi, c'était soit pour coder quelque chose dans ces bâtiments, pour léguer une connaissance et aujourd'hui, bon, bah, nous, on est face à tout ça et puis on défriche, on commence à constater cet Mm. encodage? Ou alors est-ce qu'il n'y avait pas, quelque chose de plus subtil derrière tout ça, le fait de vouloir employer, ces différentes unités de mesure, en lien avec la Terre? Est-ce que, je sais pas, si j'arrive à bien Si, m'exprimer, est-ce si, que je comprends bien ta mmh, question. mmh, Et en fait, moi, mon sentiment, c'est que c'est les deux. C'est à la fois l'idée d'avoir un système de transmission d'informations, mmh, mais aussi une autre fonction qui serait plus de type spirituel, parce qu'en fait, quand on prend conscience de ces phénomènes, c'est un facteur transcendant en fait pour l'humain. C'est l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec le tropique du Cancer, le cercle polaire, en fait, qu'on pourrait, dans les distances par rapport au pôle, on peut les représenter avec un carré dont on trace la diagonale, alors qu'on est sur une sphère qui est inclinée, et que c'est en plus cette inclinaison qui fait ce phénomène. Euh, Ça vient relier en fait la Terre à un truc tout bête, un carré. Ça vient mettre en évidence comme s'il y avait une sorte d'architecture, une sorte de, d'organisation. de grand architecte? Voilà, ça met en évidence quelque chose qui a un caractère transcendant. Mmh. Et pour les anciens, il y avait à mon avis les deux, l'envie de transmettre quelque chose, mais aussi parce que ça avait un véritable caractère spirituel en fait. C'est-à-dire que quand on se met à se dire la Terre mesure 12 735 km, la Lune 3 474, en fait ça ne nous fait pas vivre grand-chose. Mais si je vous dis les proportions de la Terre par rapport à la Lune, c'est un rapport de 11 à 3. C'est des nombres entiers. Et en plus, ces deux nombres entiers, c'est des nombres premiers. En fait, à ce moment-là, vous réalisez, ok, si je trace un cercle qui vaut 3, j'en fais un qui vaut 11, j'ai les proportions de la Terre et la Lune. C'est des nombres entiers, ok. Et en plus, c'est des nombres premiers. En fait, ce que ça fait vivre, c'est pas la même chose. Parce que là, d'un seul coup, on prend conscience que c'est comme si la Terre et la Lune n'étaient pas quelque chose de si Qui hasardeux que ça. Il y a une Ouais, qui serait dimension qui né par apparaît. le hasard Voilà, voilà, de la voilà, configuration de notre système solaire et puis tout se serait agencé un petit peu au pifomètre et puis aujourd'hui on en est là et on se rend compte que, hop, ça tombe miraculeusement, voilà, il y a bien. des choses, C'est comme tu dis, qui ont un caractère miraculeux et qui du coup mettent en évidence, si tu veux, une sorte d'harmonie, quelque chose mmh. que peut-être les religions ont employé, et peut-être que certaines personnes vont y voir la présence, comme tu dis, d'un grand architecte qui a tout régenté. On peut y voir en fait effectivement des lois universelles qui sont harmonieuses et qui du coup, s'il y a une harmonie qui nous entoure, en fait, euh, le sens de notre présence, elle prend un autre caractère en fait. On n'est plus là planté au milieu de la Terre, au milieu de l'univers. On est planté dans un système qui semble être harmonieux, régi par des lois harmonieuses. Donc il y a un caractère vraiment d'ordre spirituel, transcendant en fait, euh,
qui apparaît en fait quand on se met à comprendre ce qui a été fait. Mhm. On transmet l'information, je pense, parce que ces monuments permettent effectivement de faire la transmission, et ils mettent en évidence quelque chose qui a un caractère transcendant, quoi, clairement. Donc voilà, c'est comme ça que je vois aujourd'hui, tu vois, les choses, quoi. Mhm. Ta question, elle est tout à fait adaptée. Et à mon avis, les deux, quoi. La preuve, hein, on est dessus là, on se prend la tête. Ouais. Mais moi, moi, ça m'émerveille en fait quand je prends tout Ouais, ça. c'est ça, oui, oui, il y a un côté Ah, merveilleux derrière tout ça, quoi. waouh, j'ai d'accord, ok, donc c'est Je pense que très différent. les premières découvertes que tu as fait, tu devais être là, waouh, c'est incroyable. Puis maintenant, je pense que tu t'es un petit peu habitué à tout ça. Tu te dis bon, je suis plus Ouais, vraiment étonné, quoi. habitué, ouais, disons que non, non, enfin, je continue d'être émerveillé en fait parce que ça a ouvert une sorte de porte en fait, ça a ouvert un nouveau regard. Mhm. Et ce nouveau regard qui est là, qui s'ouvre, en fait, il vous fait plus voir tout à fait les choses de la même manière, quoi. Je veux dire, le vivant, l'environnement, ce qui se passe dans le ciel, toutes ces choses-là sont plus aussi banales, quoi. Alors que, enfant, moi, mon souvenir quand même, c'est qu'on nous présente les choses de manière assez banale. Ouais, bah c'est la Lune, ouais, elle tourne autour de la Terre, tout ça. Puis t'as des petites étoiles, c'est les soleils au loin, quoi. Voilà, c'est comme Mhm. ça. Mhm. Ok, c'est joli tout ça, mais on rentre pas dans certains détails. Et du coup, tout ça reste un peu bon, ok, c'est là. Personne s'en émerveille, personne semble s'y intéresser beaucoup. Mhm. Donc bon, bah, ça passe un petit peu comme des choses banales. Alors que moi, je pense que tout ce qui se manifeste comme ça n'est pas si banal que ça. Et que je pense que depuis très longtemps, les humains, en fait, c'est une des questions fondamentales qui se posent, c'est qu'est-ce qu'ils font là? Alors, ils ont essayé d'y trouver des réponses. Donc, on leur a proposé de croire en certaines choses, peut-être. Ce qui a donné des religions où, globalement, il fallait croire en des choses. Si on n'y croyait pas, on pouvait être hérétique, on pouvait même être gravement menacé si on était en dehors de. Ça, Oui, c'est il y des a choses quelques. qui ont eu lieu. Mhm. Mais, euh, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas que de la croyance, qui avaient de la connaissance. Et cette connaissance, ils l'ont manifestée, quoi. Et je pense que c'est une période qui a précédé les religions, à mon avis. C'est comme ça que je perçois un petit peu les choses. Je sais pas si c'est exact, mais Oui, voilà. on retrouve des choses incongrues dans la Bible, par exemple, hein, au niveau mathématique aussi, hein. Complètement, oui. On retrouve des données qui sont un petit peu dissimulées au travers de textes de la Bible qui font ressortir le nombre d'or, etc. Donc on se dit, bon, Ouais, des nombres, en fait. voilà. C'est un très bon exemple, en fait, du caractère important des nombres dans les textes anciens, ouais. Mm, mm. Complètement, ouais. Bah, fascinant tout ça, Quentin. Ouais, ouais, voilà, écoute. Vraiment un grand merci de nous avoir présenté, parce que voilà, il y a beaucoup qui se posent cette question, cette relation entre la coudée, le maître, mais là on voit qu'il n'y a pas que avec la coudée, il y a d'autres coudées, d'autres unités de mesure qui rentrent en compte dans tout ça, et ça nous emmène encore plus loin justement, plus C'est loin dans le temps. c'est ça. Quand on trouve une autre mesure, il faut essayer de comprendre à quoi elle servait. Mhm. Ouais, alors qu'on aurait tendance à se dire, ouais, bon, c'est qu'à cette époque-là, les mecs étaient pas bien forts en métrologie. Ouais, c'est tout le problème de voilà de la science la science actuelle, on a tout remis en question comme on l'expliquait au début de cette vidéo, hein, on a tout remis en question, on a tout voulu expliquer par la science moderne, puis on se rend compte qu'on est peut-être complètement à côté de la plaque, quoi. Oui, voilà, enfin, oui, on est entré effectivement dans une période où je pense qu'une des choses aussi qui se passe, c'est que, c'est ce que dit souvent ma femme qui est psychologue, elle me dit souvent que aujourd'hui on valorise essentiellement ce qui va être de type cognitif et rationnel, quoi. On cultive plus beaucoup tout ce qui va être la notion de ressenti, de ce qu'on peut percevoir. Le discernement, tous ces paramètres-là sont pas cultivés dans notre éducation et notre culture. Et ce qui fait que parfois des gens n'arrivent pas à envisager ce genre de choses. Ce sont des résistances qui sont liées justement au fait qu'il y a un déséquilibre entre les facultés cognitives et les facultés émotionnelles et affectives pour gérer justement cette espèce de conflit. Et c'est un vrai conflit, hein. Moi, quand j'ai découvert cette relation, pour moi à l'époque, je ne croyais pas du tout ça. Enfin, c'était quelque chose qui, j'avais pas appris ça dans l'histoire. Donc forcément, au moment où l'information arrive,
Je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a un truc qui vient t'interpeller. Donc, selon comment tu es construit au niveau affectif et émotionnel, comment tu arrives à faire le balancier entre ça je dirais, ton aspect mental et cognitif, Prendre du recul, tu vas essayer de plus ou réfléchir moins, voilà. en dehors de la boîte, comme on dit, et puis Voilà, et dans certains cas, tu vas devenir complètement fermé, en colère. Il y a des gens, quand je publie des choses, je sais qu'ils sont en colère, ils pètent les plombs. Je vois bien dans les oui, mais je connais. commentaires qu'ils mettent, tu sens T'inquiète qu'ils pas. pètent les plombs. Mhm. Et donc, en fait, c'est que c'est une énorme souffrance pour eux. Et puis, Oui, tu peux avoir l'inverse, tu peux avoir des gens, je pense qu'il y a des fois, je pourrais raconter des conneries, des gens pourraient me croire. Parce oui, qu'ils ont trop, envie de croire. trop, Voilà. Mais, à l'inverse, quoi. mais en fait, voilà, c'est ça. C'est pas facile de se trouver, justement, Ce juste en milieu, fait, et on passe notre temps à faire le balancier de l'un à l'autre, quoi, hein. Et si le balancier, il est tout le temps d'un côté, on peut pas, quoi, y arriver. Et voilà, la science n'expliquera pas tout. Euh, et il faut réussir à avoir un équilibre et que justement la science moderne nous fait un petit peu perdre, quoi. On reste dans quelque chose d'ultra cartésien. Il faudrait qu'il y ait une méthode, qu'on fasse des tests, machin, compagnie. C'est beaucoup là-dedans. Alors c'est bien de le faire, ça permet d'objectiver les choses, mais il faut aussi être capable d'un petit peu de gérer un peu ce qui se passe, quoi, niveau émotionnel et affectif quand on vit tout ça, quoi. oui, sinon on se ferme des portes, quoi. Ouais. Complètement, Quentin. Eh ben, un grand merci à toi. Bah de rien, écoute, c'était chouette de faire cette émission. Eh ben, écoute, Euh, je le rappelle, tu as ta chaîne Artefact TV, tu as ton site internet, le message perdu, rappelle-moi le nom Message exact. de la nuit des temps. Message de la nuit des temps, Ouais, ouais. message perdu, oui, c'est à peu près Message de pareil. la nuit des temps, ouais. Et puis ces petits fascicules que tu as écrits aussi, je Voilà, ils mettrai sont tout sur ça. le. Ouais. Je Ouais, il y a mettrai. trois bouquins, et j'en ai un autre qui est en cours d'écriture. Ok. À mon avis, le truc le plus abouti que je vais faire, c'est le tome 1. C'est Les secrets de la mesure des anciens. Le tome 1, c'est le livre mégalithique. Mhm. Et il est en cours d'écriture, il est presque terminé. Et le tome 2, ça sera la Coudée royale. Ok. Alors évidemment, il y a des ponts entre chacun de ces. Évidemment. Mais le premier, il est vraiment consacré au livre mégalithique. Et moi, je trouve que ça sera une belle bombe dans l'histoire de la mesure des anciens. Mhm. Et la Coudée royale aussi, hein, ça sera quelque chose de très très lourd. Mais voilà, donc je suis en train de faire ce quatrième petit bouquin, là. Ok. Bah écoute, moi, la porte est grande ouverte lorsqu'il sera édité et disponible. Voilà, N'hésite et pas, la porte est ouverte pour venir le présenter. pas de souci, avec plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt sur Horus. Quentin, merci encore. Ciao! Salut, salut.